Bonjour à tous. Ce matin, nos débats porteront sur la pertinence de la mise en place d'un comité de rite vaudou au Bénin. Vous le savez, vous l'aviez appris, pour appuyer et faire décoller la politique de promotion et de développement du tourisme au Bénin. Patrice Talon a procédé en fin de semaine écoulée à la nomination des membres du dit comité. On y retrouve des professeurs d'université comme Maounyo Kakpo, l'ancien ministre, ou encore Dodji Amouzovi, le sociologue, ou de grands noms de dignitaires du monde vaudou au Bénin comme Huno Bembeza. Nous analyserons leur profil et la pertinence du lien vaudou et tourisme. Notre invité ce matin, c'est Célestin Oussou, il est député du parti Les Démocrates à l'Assemblée nationale, élu dans la 20e circonscription électorale. Il nous parlera de ces séries de questions orales adressées au gouvernement depuis leur entrée au Parlement et surtout leur pertinence et leur efficacité dans le changement de la gouvernance. Talon. Les journaux ce matin ont des titres assez divers et variés, de la politique, des questions de développement ou même des sujets de sécurité. Nous allons les explorer sommairement tout de suite. Voici donc la une des journaux. Et donc, premier rendez-vous de ce matin avec les quotidiens dans leur parution. On va ouvrir avec Fraternité. Vous le savez, c'est notre habitude par ici. Fraternité a mis en manchette ce matin réforme du Conseil des ministres de l'OADA, Église, mosquée, ONG. Une comptabilité obligatoire désormais. La mise en œuvre prend effet à partir du 1er janvier 2024. Avis donc aux structures concernées. Supposée grâce présidentielle pour les prisonniers béninois, les clarifications du ministère de la Justice, innovation en relations publiques, Kwame Senou honore le Bénin à l'Assemblée nationale, ouverture de la session budgétaire le 31 octobre prochain, ça va être certainement le lundi prochain. Le matinal commune d'Abomey-Calavi à la page 8, vous découvrez que les chefs d'arrondissement intérimaires vont être confirmés. Comité des rites vaudou, le décret qui nomme les membres de ce comité donc à découvrir dans les colonnes du journal La Nation. Rentrée judiciaire de la Cour suprême, l'efficacité de la juridiction en question. Dynamisme info, Boni Yahi aux commandes du Parti Les Démocrates, les partisans de la rupture ont perdu la tête. Agression physique au CEG Lobogo, un fait qui interpelle sur la sécurisation des milieux et éducatif. Nous sommes avec Djakwatavi des partis politiques. Pourquoi Boni Yahi à la présidence des partis Les Démocrates fait-il mal? Le Soleil Bénin Info, animation de la vie politique au Bénin. Yahi Talon, un duel épique en perspective. C'est tellement en rapport avec 2026. Stratégie cachée derrière le retour de l'ancien président devant la scène politique. On était candidat, Yahi député pour prendre le perchoir. Matin libre, un combat des libertés s'en est allé, un combattant pardon des libertés s'en est allé. Madougou rend hommage à Ibrahim Zakari. Nous sommes avec la boussole maintenant, chef de file de l'opposition. Boni Yahi va succéder à son ex-ministre Paul Rumpe. Passons à l'affiche du jour. Nomination des membres du comité des rites vaudou au Bénin, talent plus engagé pour la promotion du tourisme religieux lié au vaudou donc. La première création du comité des rites vaudou, talon met fin à la pagaille 2.0. Kofi Aza est-il écarté? Se demande le quotidien ce matin. La Gazette, la Nouvelle Gazette, réaction du chef suprême des religieux endogènes au Bénin sur la nomination des membres du comité des rites vaudou au Bénin donc. Patrice Talon a sorti le vaudou de l'informel, a dit l'homme. Nous passons maintenant au quotidien Le Télégramme, Organisation pour l'harmonisation en Afrique des droits des affaires. Les églises et mosquées obligées de tenir une comptabilité dès janvier 2024. Nord-Sud quotidien, passation de marché public. Les 10 commandements pour s'éloigner de la prison. Le leader du jour, rentrée solennelle au centre de droit administratif de l'administration territoriale d'Abomey-Calavi. Mario Metonou sensibilise les étudiants sur le risque pénal dans les marchés
public Gaskiani Info, docteur Boris Ouenou, sur les relations économiques entre le Bénin et son voisin de l'État de l'Est, nous faisons 20% de notre PIB avec le Nigeria. Décryptage info, connectivité Internet en Afrique subsaharienne, hausse du prix médian du gigaoctet, 42% de la population abonnée à un Internet le matin, gestion des communes, intempestif coup de vent sur les corps de secrétaire exécutif. Le journal pense qu'il y a une nécessité de recadrage. Visa Info, non-respect de la loi numéro 2007-05 sur l'embauche de la main-d'œuvre étrangère au niveau donc de DS, une boîte à scandale. Talon doit diligenter les commissions d'enquête dans toutes les sociétés d'État employant les directeurs sportifs. Et nous voici de retour à la une de Fraternité, réforme du Conseil des ministres de l'OADA, Église, mosquée, ONG, une comptabilité obligatoire de janvier 2024, annonce donc le journal supposé grâce présidentielle pour les prisonniers béninois, les clarifications du ministère de la Justice, innovation en relations publiques, Kwame Senou honore le Bénin, Assemblée nationale, ouverture de la session budgétaire le 31 octobre prochain. Allez, nous passons maintenant à quelques articles qui pourraient vous intéresser dans la production de Fraternité ce matin. Vous aviez commencé à le découvrir déjà. Dès janvier prochain, les églises, les mosquées, les ONG devront tenir obligatoirement une comptabilité. C'est une recommandation au niveau donc du Conseil des ministres de l'OADA. Alors, quelle est la pertinence de la démarche? Achetez Fraternité, lisez à la page 3 les détails liés justement à cela. Lisez aussi d'autres détails concernant notre actualité, l'actualité contemporaine, la question de la crypto-monnaie, même si le sujet évoque quelques crises chez certaines personnes, quels sont les éléments fondamentaux à retenir de son évolution et de sa bonne santé sur le territoire continental? Il y a une conférence scientifique qui l'a abordée. Les détails à la page 8 du quotidien Fraternité dans sa production de ce lundi matin. Vous avez la traditionnelle et habituelle page internationale avec Fraternité. Cette fois-ci, pour ce lundi matin, c'est la 9. Vous avez des zooms sur le Mali, le Togo, le Congo-Brazza et même le Maroc. Achetez Fraternité. Lisez, informez-vous. C'est le meilleur quotidien à Cotonou quand vous êtes justement au Bénin. Quand vous avez envie de suivre aussi une télévision à Cotonou, à capter Canal 3 Bénin, c'est le meilleur endroit à l'information crédible. Vous suivez Actu Matin. Ce matin, on vient de faire le tour donc de la une des journaux. On va passer maintenant au bulletin d'information. C'est la deuxième rubrique de la deuxième partie de votre matinale. Ce matin, Teddy Goudalo est le présentateur de ce bulletin d'information. Teddy, bonjour. Bonjour Tanguy, bonjour à tous. Dans le bulletin d'information que vous allez nous présenter en détail, déjà les titres avec cette situation sociale des agents de sécurité privée qui a fait objet de discussions entre promoteurs et acteurs gouvernementaux du Bénin en fin de semaine écoulée. Il s'agit pour le gouvernement de faire prendre aux promoteurs des sociétés la pleine mesure de leurs responsabilités. Une amélioration des conditions de vie des agents. Nagui Balagbe était sur place et nous en dira plus. Et puis l'Office béninois du sport scolaire et universitaire a organisé la 4e édition du CROSS de la rentrée. C'est la ville de Djougou dans le département de la Donga qui a accueilli les élèves venus démontrer leur talent en matière d'athlétisme. Vous le voyez sur ces images, ils étaient bien nombreux. Les meilleurs athlètes ont été récompensés à l'issue de cette compétition. Et nous ferons savoir nos témoins, reporters partis sur le terrain. Et vous allez le constater donc avec Alassane Harouna que certains sont partis avec de bons prix. Voici le bulletin de l'information. Face à face, promoteurs de structures privées de sécurité et acteurs gouvernementaux d'une part et de la protection sociale des travailleurs et d'autres de la société sécurité, de la sécurité en général pour échanger autour d'un lieu, celui de la situation d'une question, celui de la situation, celle de la situation sociale des agents de sécurité privés. L'objectif étant de faire prendre aux promoteurs de dites sociétés la pleine mesure de leurs responsabilités en la matière. Voici le point. Teddy, il faut relire. La sécurité privée est un secteur de violation systématique de la législation sociale.
Voilà l'état des lieux. Il précède tout un tableau peint en noir. La Caisse nationale de sécurité sociale, de laquelle émane l'initiative de cette rencontre d'alors, crever l'abcès pour déjà améliorer la conscience des promoteurs relativement à leurs responsabilités en cette matière. La sécurité des personnes et des biens ne peut-elle pas être assurée, garantie, si l'agent de sécurité affecté à la tâche est maintenu dans une situation de précarité et soumis à des conditions de travail non décentes. Cet état de fait expose les agents de sécurité aux risques sociaux inhérents à la vie, dont l'impact conduit soit à la réduction ou à la suppression de leurs gains, quand on évoque les accidents du travail par exemple, soit à l'augmentation de leurs charges et appelle à une prise de conscience afin d'y apporter les solutions idoines. Le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique et la Caisse nationale de sécurité sociale entendent par ailleurs travailler plus étroitement à travers une mutualisation aussi bien des moyens que des stratégies afin d'en venir à bout d'une fraude sociale quasi généralisée. Nous présenterons la législation et un état des lieux précis parce que nous connaissons les structures, nous connaissons le nombre de travailleurs déclarés qui, lorsqu'une structure de sécurité sociale te déclare un seul travailleur, il y a un problème. Donc, nous avons initié l'activité à l'adresse également du ministère de l'Intérieur pour que, ensemble, les administrations mutualisent leurs moyens pour pouvoir lutter contre ce que nous appelons la fraude sociale. Il faut agir pour faire droit aux travailleurs. Et pour y arriver, il n'en faut pas plus que de se conformer à la législation en la matière. Encore faut-il qu'elle soit bien connue. Le centre commercial Erevan Super U donne la joie au cœur de cette cliente Edith Goud alors. Bien évidemment, Tanguy, les lauréats du jeu Tombola spécial 14e anniversaire du centre au Bénin ont reçu les différents lots samedi dernier. 19 heureux gagnants sont entrés en possession de leur cadeau composé de chèques, de moyens roulants et d'un billet d'avion. La remise de lot a eu lieu au magasin Super U à Cotonou. Applaudissez très fort s'il vous plaît, mesdames et messieurs. 14 heureux gagnants de la Tombola spéciale 14e anniversaire du centre commercial Erevan Super U au Bénin repartent chacun avec un chèque d'une valeur d'1 million de francs CFA. Voilà, super. Comme un Super U. 4 autres reçoivent des motos dames et hommes de marque Honda. Et le dernier lot est un billet d'avion destination Europe, aller et retour chez Brussels Airlines. Jusqu'à ce que je vienne ici ce matin, je n'y croyais pas encore. Même si j'ai été à peu près le jeudi, j'ai vu mon nom, mais les jeux de hasard, je n'y crois pas trop. Et donc, je voudrais remercier les organisateurs, remercier les supermarchés U. Merci pour Super U Erevan pour cette belle surprise. Personnellement, je ne m'y attendais pas du tout. Je suis vraiment heureuse, très satisfaite. Ça a été vraiment une surprise pour moi, je ne m'y attendais pas. Vraiment. Je remercie d'abord le Seigneur et je remercie tout le monde. Donc désormais, papa, il faut envoyer régulièrement Naïmat à faire les emplettes à Erevan à papa. Pour en arriver à ces récompenses, ces clients ont effectué des achats d'un montant supérieur ou égal à 14 000 francs CFA entre le 28 août et le 24 septembre dernier dans un des 3 magasins Super U. Le dépouillement du jeu Tombola auquel ils ont participé s'est tenu le 3 octobre dernier. À l'issue du dépouillement, nous avons eu 14 588 tickets de participation dans l'une de Super U aéroport ici. Ensuite, 5 135 tickets pour Super U Africa 3. Et enfin, 4 647 tickets de jeu pour l'une de Super U Calavi. Au total, nous avons eu 24 370 tickets qui constituent le nombre de jeux. Puis, il y a eu le tirage au sort qui a eu lieu le 5 octobre 2023 dans l'enceinte du magasin. Après avoir mis à disposition sur 3 années successives de véhicules de haut de gamme,
qui donnait l'occasion à une seule personne de profiter du bonheur de tous, nous avons tenu compte de vos suggestions qui nous ont été faites part en mentionnant le coût du véhicule, et nous prenons une fois de plus l'engagement de vous servir, de vous offrir des meilleurs produits qualité et rapport prix. Cet engagement que nous avons pris depuis 14 ans, cet engagement est renouvelé. Super U Erevan est implanté sur 3 sites au Bénin, à Papa PK3, Aéroport et à Bomé-Calavi. À l'instant, William Cliquant et Eder Humpevi. L'Office béninois du sport scolaire et universitaire a organisé la 4e édition du Cross de la rentrée. Pour cette édition, c'est la ville de Djougou qui a accueilli des élèves venus démontrer leur talent athlétique. Au thème de cette compétition sportive, les meilleurs athlètes sont repartis avec des prix. Alassane Aruna et Abdul Sahabi Idrissou. Le top du cross de la rentrée scolaire vient ainsi d'être donné à Djougou. Pour cette 4e édition, ce sont les athlètes de la catégorie U15 qui ouvrent le bal de la compétition, qui mobilisent les élèves des lycées et collèges des différents départements du Bénin. 5 km, c'est la distance retenue pour ces athlètes. Sadi Hassimou du côté des garçons et Zainabou Idrissou du côté des filles ont surclassé les autres coureurs en franchissant en premier la ligne d'arrivée. Après les U15, c'est le tour des U17 de rivaliser d'ardeur et d'endurance sur une distance de 7 km. Ici, c'est Bernard Koumeha qui a défié les autres concurrents. Catherine Mpo, du côté des filles, a confirmé ses talents athlétiques. Cette compétition initiée pour détecter les jeunes talents est du ministère des Sports à travers l'Office béninois du sport scolaire et universitaire. J'aimerais, au nom du directeur général de l'Office béninois du sport scolaire et universitaire et au nom du ministre des Sports, M. Benoît Dato, prendre un engagement solennel ici. Que nous ambitionnons, dès l'année prochaine, faire ce qu'on appelle une phase départementale du cross de la rentrée qui va déboucher sur une phase nationale et les meilleurs sur le plan national pourront assister à une compétition internationale que la Fédération internationale du sport scolaire organise chaque année. C'est le cross-country international. Et l'année prochaine, Inch'Allah, ce sera donc la première participation d'une délégation béninoise. C'est un pari gagné pour les organisateurs qui ont pu, à travers cette démarche, favoriser le brassage entre les participants. Pour ma part, cette compétition s'est bien déroulée. Et c'est pour cela que j'aimerais féliciter tous les acteurs qui sont intervenus dans l'organisation de cet événement. Nous avons vu des champions, des futurs champions. Et nous sommes heureux. Je voudrais donc, monsieur le directeur général adjoint, vous remercier et dire que nous avons accueilli de façon modeste. Je sais que vous serez accepté cela, mais nous promettons de faire mieux la prochaine fois. Et peut-être que la prochaine fois que vous viendrez à Djougou, les cavaliers vous accueilleront à l'entrée. Vous allez transmettre au DGA que le département de la Donga, toute la population le remercie pour avoir choisi le département de la Donga et que nous attendons également d'autres événements de cette ampleur. Merci beaucoup. La compétition de U17. Les meilleurs athlètes de chaque catégorie ont reçu des prix composés d'enveloppes financières, de médailles et de trophées. Ces prix visent à saluer et encourager les élèves à plus de détermination.
Et voilà, c'est bien beau. Toujours une note sportive pour boucler ce bulletin d'information, j'allais dire, mais cette fois-ci en images. Le championnat amateur senior de handball a connu son épilogue ce week-end. Organisé chaque année par la Fédération béninoise de handball, la phase finale de l'édition 2023 s'est déroulée du 16 au 21 octobre 2023 au Hall des Arts, Sports et Loisirs de Cotonou. Cette phase qui intervient quelques semaines après la phase des zones a vu l'équipe de l'Assaut Volcan et celle d'Espoir de Parakou respectivement chez les hommes et chez les dames remporter le Graal. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Eh bien voilà Tanguy, ce sera tout pour ce matin. Merci beaucoup à vous Teddy Goudala. Vous passez une très bonne journée. Mesdames et messieurs, le bulletin de l'information qui s'achevait par des notes sportives, notamment avec cette compétition handball. Cela nous permet d'introduire les sports de ce matin. Au menu, vous aurez justement du volleyball, mais aussi et surtout du football. C'est le sport roi des sports. Voici les sports. Ali Mouni, bonjour. Une seule affiche a été présentée ce week-end dans la Ligue Pro du Bénin. Mais c'est quand même bien lancé le championnat national qui a démarré ainsi. Tanguy, bien entendu, il fallait le démarrer sans attendre les retardataires. C'est la conclusion qu'on peut se permettre de tirer si on se refait aux dernières décisions de la Fédération béninoise de football, décision qui rappelait la liste des équipes à jour qui sont à jour, une liste qui résume donc 24 équipes à jour sur les 36 engagés. Et sur les images, vous avez bien vu la Ligue Pro qui a démarré ce week-end. C'était à Abomey entre Dynamo FC d'Abomey et Lotopopo. Lotopopo qui est vice-champion en titre. Lotopopo qui a donc évolué lors de cette explication en maillot blanc face à l'équipe de Dynamo en vert. Sur les images, vous voyez bien entendu le premier but qui est intervenu sur cette erreur défensive lors de cette explication disputée au niveau de la pelouse synthétique du stade de Goro. Vous voyez l'ouverture du score. Donc le deuxième but va intervenir dans le coup après la 20e minute de jeu sur une très belle combinaison de l'équipe d'Abomey, mais ensuite vous voyez le pénalty, la faute commise sur l'attaquant donc de Loto qui va permettre à Loto d'obtenir un pénalty qui sera donc la réduction du score, pénalty transformé donc par Rodrigue lors de cette deuxième période de cette explication. Et donc à l'arrivée c'était un score de 2-1 entre les deux formations. Lotopopo en déplacement sur Abomey pour affronter l'équipe de Dynamo. 2-1, c'était donc le résultat qui a sanctionné cette explication à l'ouverture du championnat national de football du Bénin. Allez sur le continent maintenant, la African Football League a démarré avec des rencontres des quarts de finale alléchantes. Au total, 4 matchs ont été disputés ce week-end entre les 8 meilleurs clubs du continent retenus pour cette première édition de la African Football League. Des rencontres, je dirais, au sommet sur le continent, des rencontres de haute intensité. On va faire le point des résultats des différentes explications disputées ce week-end. Simba SC était donc à domicile, c'était ce vendredi face à Al Ahly, 2 buts partout pour la rencontre inaugurale de la African Football League, la première édition bien entendu qui met aux prises 8 clubs, les meilleurs du continent africain. Petro Luanda à domicile s'est incliné 2-0, c'était face au Sud-Africain de Mamelodi Sundowns. Et puis il y a la victoire, c'était hier 1-0 du TP Mazembe face à l'Espérance Sportive de Tunis. Et pour finir donc la rencontre disputée hier soir, c'était du côté de Ouyo entre Eyimba et Wydad AC. Wydad Casablanca qui s'impose face à cette formation de Yimba, 1-0. Voici donc tous les résultats de la manche allée, des différentes rencontres comptant pour la phase allée des quarts de finale de la African Football League. Aujourd'hui lundi, c'est la pause, Tanguy. Le retour pour les manches retour, c'est à partir de demain, mardi 24 octobre 2023. On va faire un tour sur le continent, le vieux continent, pour faire un peu le point des différents championnats de ligue disputés sur le vieux continent. Au niveau de la France, on dispute
disputaient donc la 9e journée de la Ligue 1. Il y a le Havre et le Lens, Racing Club de Lens qui se sont séparés vendredi dernier. Score 0 but partout entre les deux formations. Le Paris Saint-Germain s'est imposé 3-0 face à Strasbourg pour cette 9e journée. Nice s'impose 1-0 face à Marseille. Retenez également la victoire de Lorient 2-1, c'était face à Rennes. Lille s'impose 1-0 face à l'équipe de l'international béninois, l'attaquant bien entendu Steve Monnier, 1-0 à l'arrivée. Et puis entre autres résultats, Monaco qui s'impose à Metz 2-1 et le Lyon, l'Olympique Lyonnais qui s'incline hier soir à Tanguy 2-1, c'était face à Clermont. C'était vraiment surprenant, hein? Bien entendu. On va passer maintenant en Espagne. C'était la 10e journée en Espagne de la Liga espagnole. Osasuna s'est imposé 2-0, c'était face à Grenade à l'ouverture donc de cette 10e journée. Real Sociedad s'impose à Mallorca 1-0. Le leader de cette compétition, le Real Madrid, tenu en échec 1 but partout face au FC Séville. Pour cette explication, il faut noter la victoire de l'Atlético Madrid juste après 3-0. C'était donc face à Celta Vigo. Las Palmas s'incline 1-0 face à Rayo Vallecano. Girona s'impose 5 buts contre des face à Almeria. Et puis la victoire hier, Tanguy, 1-0 du FC Barcelone. C'était face à Athletic Bilbao, les Catalans donc qui engrangent les 3 points lors de cette 10e journée de la Liga espagnole. Pour la suite de cette compétition, la dernière rencontre prévue pour ce jour entre Valence et Cadiz à partir de 20h, comptant bien sûr pour la 10e journée. Ça c'est l'affiche en retard qui aura lieu aujourd'hui entre les deux formations pour le compte toujours de la 10e journée. On fait directement en Angleterre pour parler de la 9e journée de la Premier League. Là, Liverpool s'est imposé dans ce derby de Liverpool entre Liverpool, le nouveau club, et puis l'ancien Everton, 2-0 pour Liverpool, but inscrit par l'international égyptien Mohamed Salah, les 2 buts. Le premier, ouverture du score sur penalty, et puis ensuite il va corser la mise et permettre à son équipe de s'imposer lors de cette 9e journée. Bournemouth s'incline face à Wolverhampton 2-1 à l'arrivée. Il y a la victoire de Manchester City 2-1 dans la douleur bien entendu. Manchester City qui aurait pu se faire rattraper par une équipe de Brighton très en forme également. 3-0, c'est le résultat, le score qui a sanctionné la rencontre entre Burnley et Brentford. Newcastle s'impose 4-0. Newcastle qui va retrouver le chemin de la Ligue des Champions. Et puis il y a le 2-2 depuis partout entre Luton Town et puis Nottingham Forest. Arsenal et Chelsea dans le classique anglais se séparent 2 buts partout. Il y a également la victoire de Manchester United 2 buts contre 1. C'était face à Sheffield United et puis Aston Villa qui est triste. C'était hier 4-1 West Ham United pour le compte de cette 9e journée. La suite c'est aujourd'hui entre Tottenham et Fulham pour la dernière explication de cette 9e journée de la Premier League. Rencontre en retard bien entendu, 23e de ce 23 octobre 2023 entre, comme je le disais, Tottenham et Fulham pour finir avec la 9e journée. Absolument. Le rendez-vous, c'est à 20h. Hein? Bien entendu. On ne va pas oublier. Allez, on passe à une autre discipline maintenant, le volleyball. On a fini donc par un sport de main. Les membres de la fédération béninoise de cette discipline étaient en conseil fédéral ce week-end. Oui, c'était le samedi 21 octobre dernier dans la salle de conférence du ministère des Sports. La séance est dirigée par le président de la fédération béninoise de volleyball, Ali Yaro Sourakato. Une rencontre statutaire. Il agit donc au vu des menus des échanges aux ligues régionales, puis représenté par le président ou le secrétaire généraux, et au club du championnat professionnel. Pour ce qui concerne les discussions, les participants ont eu droit à la présentation du bilan de la saison écoulée. Ensuite, il y a eu un panel qui a permis de recueillir les propositions des acteurs. Voici donc les grandes résolutions issues des travaux. Il faut retenir simplement que la nouvelle saison démarre 2023-2024 démarre en décembre prochain avec le championnat professionnel. La première ligue Lucien Goku sera organisée par la Ligue de l'Atakora Donga et la Coupe de la Ligue Adam Penou-Kondéou par la Ligue Zou Colline en 2024. Les autres activités à venir sont notamment le cours de niveau 2 de la Fédération internationale de volleyball qui aura lieu à Porto Novo du 20 au 25 novembre prochain avec des entraîneurs du Bénin, Cameroun, Mali, Togo et Burkina Faso. La participation à la compétition de l'association des comités nationaux olympiques d'Afrique, ACNOA, de la zone 3 avec la sélection nationale senior des dames. La phase continentale des éliminatoires, Jeux olympiques de beach volleyball et les éliminatoires de la zone 3 des Jeux africains, beach volleyball également, et le volleyball de salle. Voici donc les rendez-vous à prendre. À la fin donc de la séance, tous les acteurs ont visité les bureaux du nouveau siège de la fédération 6 à Elawadi et à Kwakwa. Il y a eu
eu également, sur les images que nous proposons ce matin, la remise de matériel aux ligues régionales et à la direction technique nationale. Vous voyez là sur les images le président de la Fédération béninoise de volleyball et puis quelques cadres, bien sûr, de cette discipline au Bénin, Tanguy. Voilà pour l'essentiel de ce conseil fédéral tenu samedi dernier par la Fédération béninoise de volleyball. Et c'est l'essentiel du tour d'horizon que nous pouvons faire ce matin, Tanguy. Votre menu Sport Matin aura été très riche ce matin. Merci beaucoup à vous, Ali Momoni, pour ces belles images ramenées. On va se donner rendez-vous pour demain, mardi, quand on sera donc sur ce plateau pour parler de la production de la semaine. Allez, bonne journée. Bonne journée, Tanguy. Mesdames et messieurs, notre invité ce matin, c'est l'honorable Célestin Oussou. Il est député du parti Les Démocrates à l'Assemblée nationale, élu de la 20e circonscription électorale. Avec lui, on va parler un peu de ces nombreuses questions adressées au gouvernement. C'est la trouvaille des opposants au Parlement. Voici l'invité. Célestin Oussou, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation ce matin. Alors, contrairement à la mandature précédente de l'Assemblée nationale, eh bien, on a un Parlement qui pose beaucoup de questions maintenant au gouvernement et on veut bien comprendre certaines choses. Alors, comment appréciez-vous d'abord ce changement d'atmosphère entre la précédente mandature et la vôtre? Merci. Je dois remercier Canal 3 pour cette opportunité, je dois dire pour la première fois que vous m'offrez. Ah oui, c'est raisonnable. Ah oui, c'est vrai que j'utilise Porte Nouveau, Otranes qui a Porte Nouveau. Ah oui, ben voilà. Là-bas. Ouais, c'est bien sûr ça. Et donc, c'est une chaîne que j'apprécie beaucoup. Merci beaucoup. Le travail que vous abattez également, c'est à votre actif. Merci. En tant que jeune. L'atmosphère au niveau du Parlement, j'avais déjà dit au début de la mandature que, bon, je dois d'abord me présenter, comme vous l'avez dit, c'est Célestin Mounagnon Oussou. Oui, et je suis effectivement élu dans la 20e circonscription, composé d'Apro Missérété, Avrancourt, Dango, Adjoum et Bono. Voilà. Donc, je disais qu'au début de notre prise de service, je disais que le Parlement n'était pas un site touristique. Seulement, c'est vrai que nous avons pris nos marques des lieux, mais ce n'était pas pour aller, disons, humer l'air et puis, bon, faire le matu vu. Nous avons du travail. Du travail au regard des ratés que nous avons connus dans l'histoire de notre système démocratique. La 8e législature, c'est une, disons, un point noir que nous n'avons jamais souhaité pour notre démocratie. Et nous sommes allés, cette fois-ci, pour que, effectivement, un coup de chiffon soit passé sur cette législature. Voilà. Oui. Donc, pour nous, la différence est nette. La 8e législature, c'était le silence radio. Et il ne peut me mettre en être autrement quand on sait comment cette législature a été mise en place. Et donc, comme on le dit souvent, les mêmes causes produisent toujours les mêmes effets. Nous avons estimé que cette législature, ce n'était pas celle dont le Bénin pouvait mériter au regard de son parcours dans le système démocratique. Donc nous sommes arrivés, nous voulons peut-être avec beaucoup de bruit d'ailleurs. Je me rappelle de votre première intervention, en tout cas du président de votre groupe parlementaire. Les questions ont commencé à pleuvoir sans arrêt. La dernière fois même, c'était une rafale à la limite. C'est quoi? C'est la seule trouvaille que vous avez? Non, en fait, quand vous êtes chat, acceptez d'être chat, appelez-vous chat. Et dites aux autres que vous êtes chat. Nous sommes un parti de l'opposition. Donc, il n'a pas à tricher. On ne peut pas s'asseoir sur deux chaises. Si nous sommes un parti de l'opposition, nous sommes représentés, le parti est représenté à l'Assemblée par 28 députés. Il fallait marquer le terrain. Il fallait dire clairement à la face du monde ce que nous sommes pour éviter l'amalgame. Et cette ligne directive, nous l'avons juste fait savoir le premier jour. Oui, c'était juste ça. Bon, il y a des interprétations qui sont venues, mais on ne devait pas faire autrement. Si nous voulons être conséquents et responsables et être en phase avec ce que nous avons dit pendant les campagnes. Mais quel est le lien que cela a à voir avec les séries de questions, Al? Les questions. Ah, merci.
Parce qu'il n'en avait pas eu au cours de la 8e législature, ça s'est accumulé. En fait, il y en a et il y en reste. Je vous assure que les questions, je ne suis même pas sûr que notre Parlement aille au rythme de ce que, des attentes en matière de questions orales aujourd'hui. Ce n'est pas des caprices. Ah oui, sérieusement, on a l'impression que vous exagérez. À un moment donné, j'ai dit que la dernière fois, c'était une rafale. Il y a 5 questions que vous aviez déposées avec des dizaines, des vingtaines de détails à apporter par le gouvernement. Mais allez vers les fonds de ces questions orales. Allez vers les fonds. Nous avons appelé le gouvernement qu'il veuille expliquer au peuple comment le drame de Dassa est arrivé. Et que nous ayons peut-être au plus à 200, 300, 400 mètres du lieu, la base des sapeurs-pompiers. Et que ce soit les sapeurs-pompiers venus de Savalou, plus de 35 km, pour venir éteindre. Mon frère, certes, il y aura drame, mais l'ampleur aura été moindre. Oui, mais il y a une commission qui a quand même révélé les petits détails liés justement à ce drame qui est arrivé. Et quels autres détails voulez-vous? On a même reconnu officiellement que les sapeurs-pompiers au niveau donc de Dassa ont eu quelques soucis. C'est pourquoi ils ne sont pas intervenus. Ils ont eu quelques soucis, n'est-ce pas? Pourquoi? Puisque si on sait, et si vous arrivez à avoir, disons, la couverture administrative de cette base, vous n'allez pas vous permettre que ça arrive. Parce que quand ça arrive aux autres, on ne voit pas, on ne vit pas ça. Vous avez vu les pertes en vie humaine que nous avons enregistrées sur, rien que pour ça? Une vingtaine. Très bien. Et les détails, nous avons appelé le gouvernement qu'il veuille nous expliquer. Et pourquoi les gens n'ont pas été pris en charge? Et pourquoi, après avoir été reçus à l'hôpital, on a encore enregistré des pertes en vie humaine? Qu'est-ce qui a pu se passer? Est-ce le tableau technique qui était aussi défaillant qui l'explique? Parce que c'est l'argent des contribuables. Ça sert à quoi? Et le site est rendu fonctionnel, juste. Donc, pourquoi? Ça veut dire que cela pouvait être rendu professionnel. Et la négligence a joué. Quand la négligence joue, on perd. Et c'est après avoir perdu qu'on se rend compte maintenant qu'il faut améliorer. Ok, si vous avez l'art d'oublier, nous aurons le devoir de vous rappeler. C'est juste notre ce n'est pas un show médiatique. Non, pas du tout. Un rendez-vous régulier, parce qu'on a l'impression que c'est entre 2 mois souvent que vous déposez les questions. Enfin, 6 mois, oui, voilà. Non, même le rythme même est plus fort que ça. Ah oui? Ah oui. Pendant la session, on appelle ça vacances parlementaires, nous en avons suffisamment déposé. Oui, mais en quoi est-ce que ces questions que vous déposez ou que vous posez changent le quotidien béninois? Ah oui? Bon, écoutez, nous sommes dans un système démocratique. Et donc, les dirigeants sont élus par le peuple. Puisque nous disons que la démocratie, c'est un système, c'est un système du peuple. Système du peuple. C'est une gouvernance du peuple. Une gouvernance du peuple par le peuple et pour le peuple. Ça veut dire quoi? Le peuple a un droit de regard sur ce qui lui appartient. On est d'accord? Lorsque, à une échéance donnée, on retourne le pouvoir au peuple pour dire rechoisissez maintenant vos dirigeants. Lorsque vous les dirigez, il y a un cahier de charge. Il y a un cahier de charge. Et la reddition des comptes incombe à ces dirigeants. Lorsque ce n'est pas au rendez-vous, celui à qui on a confié, en fait, ces charges, il est en train de faillir. Nous l'avons dit, et si vous voyez les questions que nous adressons au gouvernement, je donne peut-être l'exemple des soins. Au niveau du CNHU. Au niveau du CNHU. Ça, c'est une question de Dakwe Soso. Vous voyez combien les questions sont importantes? Et vous avez, c'est une question orale avec débat. Mais il fallait écouter les députés de la majorité présidentielle intervenir par rapport à la question. Comment on perdait facilement les études pour rien du tout? On a supprimé les fonds d'indigence, on n'a pas remplacé par un autre. Et donc, on estime que lorsqu'un citoyen, contre sa volonté, est atteint de cette affection,
c'était un certificat de mort qu'on lui signe. On ne s'intéresse plus, s'il vous plaît. Un pays n'est pas une entreprise où on s'intéresse seulement au profit. Mais est-ce que la question d'Akpé Sossou a changé quelque chose à ce qui se passe au Sénat? Mais nous, on ne peut qu'exploiter. Est-ce que vous retournez c'est la question en fait, c'est la question au fond en fait. Quand vous posez les questions au gouvernement, qu'ils viennent lire les réponses, quand vous faites même le débat, quand c'est le cas, est-ce que vous retournez après voir si quelque chose a changé? Ah oui, mais nous autres, nous exploitons l'espace législatif que la loi nous offre pour agir. On ne peut pas aller au-delà de ce que la loi nous permet de faire. Sur une question donnée, le député a la liberté ou le droit, l'attitude, j'allais dire, d'interpeller le gouvernement, soit un ministre, soit, si c'est le président lui-même qui peut en fait confier la question à un de ses ministres, qui viendra nous donner des réponses aux questions. Mais lorsque on n'est pas satisfait, on réagit. Et on attire leur attention sur ce qu'ils n'ont pas pu dire. Et du coup, ça s'arrête là. C'est comme si c'était une formalité. Non, c'est pas une formalité. Quand je prends le cas de Dassa, cette interview, nous, on est informé. On a eu le président que maintenant le site est rendu fonctionnel. Et que les sapeurs-pompiers ont été équipés. Ah oui, ont été équipés. Le véhicule qui était en panne, qu'on n'a jamais réparé, on avait bon, c'est doté. Donc, ce n'est pas des questions inutiles que nous adressons, mais c'est des questions qui permettent au gouvernement, en fait... Mais les questions orales ne sont pas forcément l'unique recours. Vous avez aussi la possibilité de mettre sur pied des commissions d'enquête. Et je n'ai pas l'impression que c'est un souci et une priorité pour vous. Non, mais en fait, c'est un moyen de contrôle. C'est un moyen de contrôle aussi. C'est un moyen de contrôle. Mais est-ce que lorsque la question nous demande, ou bien, disons, la situation en cours, on ne demande pas que ce soit une enquête pour savoir que la base des sapeurs-pompiers de Dassa ne fonctionnait pas, on n'avait pas besoin d'une enquête. Parce que déplacer, et puis bon, il y a les moyens financiers qu'il faut... Non, c'était pas nécessaire. On va bloquer ça. Ça ne va pas passer. Et donc, lorsque de vous-même, vous arrivez à aller sur le terrain, vous renseignez, prendre les informations nécessaires, vous posez des questions, lorsque le gouvernement biaise, c'est plus facile pour vous de dire, mais il y a telle chose quand même. Donc, c'est vrai que l'enquête parlementaire est un moyen. Mais vous y réfléchissez encore. Mais il y a quand même d'autres sujets sur lesquels on a bien envie de vous entendre. Le drame qui est survenu par exemple à Sémécraqué, avec cette explosion qui nous a coûté une quarantaine de personnes. Il y a bien d'autres situations sur lesquelles on n'a pas vraiment entendu les députés, surtout vous qui êtes de cette région précisément. Oui, non, ça ne se fait pas comme ça. Vous avez dans une formation politique... C'est organisé. Les interventions également sont organisées. Nous avons, suite au drame, notre pièce d'alors, le président actuel président du Parti Les Démocrates, s'était déplacé avec un certain nombre de députés pour aller sur les lieux, en fait témoigner notre compassion à nos frères qui sont là. Donc, on ne devait pas en faire. Oui, mais ça devrait inspirer aussi commerce de fond. Oui, une autre question. La gestion même du secteur aujourd'hui, avec les réformes qui sont engagées, ça ne vous dit rien. Mais est-ce que l'heure d'interpeller le gouvernement a déjà passé? Je ne pense pas. Alors, je n'ai pas votre timing, donc j'attends, j'observe, je vais voir. Vous avez déposé récemment, comme je l'ai dit, une rafale de questions. Et vous aussi, vous en êtes auteur d'ailleurs. Vous avez posé une question liée justement au Sofitel. Qu'est-ce qui vous intéresse dedans? Mais je crois que la question, peut-être, elle est simple. Elle peut paraître très simple parce que qu'est-ce qui peut m'intéresser dans le dossier Sofitel reconnu, qui a été d'abord construit sur le site de l'hôtel Bénin Marina Hotel. Ancien Sheraton, comme on dit. C'est construit là. Hôtel Sheraton, c'était pour qui? C'était dans le patrimoine de l'État. Comment ça a évolué? Pour que notre compatriote Martin Rodriguez se retrouve là-dessus, et rien du tout. Aujourd'hui, c'est Sofitel qu'on érige sur les cendres de... Vous, en tant que citoyen, si vous avez plus d'informations, donnez-les-moi et je retire moi ma question. Si un élu n'a pas d'informations, ce n'est pas... C'est bien possible. Moi,
représentant le peuple aujourd'hui béninois, je ne sais pas. Ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé, est-ce aujourd'hui, c'est sur le contrat de, comment l'appelle-t-on, partenariat public-privé? Est-ce que c'est un domaine, c'est un patrimoine de l'État ou privé? Qu'est-ce que vous en savez? Moi, je n'en sais rien. J'ai juste demandé au gouvernement de nous expliquer. C'est ça. Ensuite, quel est disons, la société de gestion, personnel, etc. J'ai quand même jeté un coup d'œil sur les détails. Monsieur, mon frère Tanguy, c'est compliqué? Moi, je sais pas, hein, on va poser la question. Enfin, c'est pas compliqué en tant que béninois. Ceux à qui les questions sont adressées. Oui. Je crois. En fait, nous faisons les choses. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres urgences aussi, prioritairement surtout pour le parti politique? Je me rappelle bien les éléments sur lesquels vous aviez fait campagne pour cette élection, la libération des détenus politiques, le retour des exilés. Mais depuis la proposition d'une loi d'amnistie, vous ne dites plus rien. J'ai l'impression que vous êtes beaucoup plus occupé à faire ces questions orales qu'à vous occuper de ce pourquoi surtout les gens ont voté pour vous. Pas du tout. Pas du tout. Nous nous battons comme un diable. Comment ça? Et on n'entend rien? Oui. Je ne veux pas tout le temps... Quand vous faites tel contact, il faut venir à la télé. Quand vous réalisez tel contact avec tel, il faut aller... Non. Nous, ce que, en tant que député, la loi nous permet de faire dans ces conditions, c'est fait. Peu importe les commentaires, les critiques qui sont là, on ne peut pas refuser ça là. Nous avons nos compatriotes qui sont en prison. D'autres dehors. Et ce ne sont pas à la suite des infractions de droit commun. Ils ont dit, voilà comment nous autres, nous voyons qu'on peut gérer le pays. Mais la justice a dit autre chose. Hein? On parle de terrorisme dans certains cas, et puis de blanchiment d'argent dans d'autres cas. Bien sûr, bien sûr, mais terroristes, vous les avez déjà arrêtés avant de vous rendre compte que les terroristes sont ailleurs. Et ils continuent de sévir jusqu'à présent. Vous avez vu comment on a arrêté Rick Amadougou? Alors qu'est-ce que vous voulez faire? Qu'est-ce que vous allez faire? Faire? Oui. Non, nous avons fait ce que nous devons faire. Vous attendez? On attend. D'accord. Allez, deux mots rapidement hein, sur le congrès de Paracoum. Boni Yahi est élu président. J'ai l'impression que les démocrates n'ont plus autre solution que de prendre l'ancien président pour se retrouver. Non. Il vous a donné d'ailleurs même un grand coup de main pour les élections législatives passées. Sinon, c'était pratiquement la catastrophe aussi. Non. Le président Yahi Boni est un militant du parti Les Démocrates. Et on va parler de la démocratie dans une formation politique, c'est au niveau du parti Les Démocrates. Vous avez vu comment ça s'est passé? Ça s'est passé comment? Nous n'étions pas... Ah, c'est très simple. C'est très simple. Contrairement à ceux qui pensent que Eric Oudete a été évincé, c'est archi faux. Nous avons un mandat. Le mandat est arrivé à échéance. Nous avons procédé à un remaniement interne. Et l'équipe est en place. Moi, j'ai jamais compris comment est-ce qu'un président peut devenir un vice-président. S'il a un mauvais bilan, vous le déchargez complètement, non? S'il a un bon bilan, vous le reconduisez. Ah non, c'est pas... Oui, mais à condition que celui pour qui vous plaidez n'est pas consentant de ce qui est fait. À condition qu'il n'est pas partisan de ce qui est fait. Si tout le monde a pris quand même, disons... La température de ce qui s'annonce et on dit, est-ce que si nous faisons ça de telle manière-là, est-ce que c'est pas mieux? Et que la vie est partagée. Ça ne fait plus le problème des gens qui sont dehors. D'accord. Célestin Onsou, je rappelle que vous êtes député du Parti Les Démocrates à l'Assemblée nationale. On abordait un peu la stratégie de ces députés justement au Parlement avec les séries de questions orales. Merci d'être passé sur l'actu matin. Un mot rapidement pour finir. Oui, merci. Une fois encore, je vous remercie. Je voudrais dire aux Béninois qu'aujourd'hui, la 9e législature connaît aujourd'hui une forte contradiction. Et la contradiction est au cœur de la démocratie. Lorsqu'on passe à côté de la contradiction, on fait de la dictature. Et qu'aujourd'hui, nous faisons tout avec nos moyens de bord pour dire aux Béninois que les choses peuvent être faites autrement. Et pour finir, je dois dire que les gens n'ont qu'à se calmer. Le président Yahi Boni prend la tête du parti Les Démocrates et à branle-bas. Non, en fait, ce n'est pas fait
contre quelqu'un. C'est un travail à l'interne et nous nous contentons de ça. Pour la suivi du parti. En tout cas, merci beaucoup d'être passé par ici. Je vous souhaite d'avoir une très bonne chance dans la conduite donc, des affaires de ce parti. Bonne journée. Merci beaucoup, Tanguy. Mesdames et messieurs, on va marquer une pause maintenant. USM Bénin, établissement privé d'enseignement supérieur, spécialisé dans la formation des leaders, vous offre différentes formations homologuées par l'État béninois et accréditées par le CAMES qui vous donne les grades de licence et master professionnel. Au terme de votre formation, vous êtes directement opérationnel dans le tissu économique et maîtrisez les péripéties de l'administration des entreprises, des relations internationales et des sciences sociales. Nos filières en licence Bac+3 et master Bac+5. Génie civil, eau et assainissement, administration générale, administration des finances, sciences juridiques, sciences politiques, sciences économiques et de gestion, marketing, communication et commerce, banque finance et assurance, finance, comptabilité et audit, gestion des ressources humaines, entrepreneuriat et gestion des projets, transport et logistique, gestion des médias, hôtellerie, tourisme et restauration, système informatique et logiciel, assistant de direction. USM Bénin, c'est la boussole à l'emploi indépendant et salarié. Nos différents sites, Cotonou, Calavi, Akpapa, Porto Novo, Lokosa, Boïcon, Parakou, Djougou. Contact plus 229 97 30 84 84. USM Bénin, le chemin vers l'emploi. Vous nous avez fait confiance, nous aussi. Vous nous avez adoptés, nous aussi. Merci d'avoir choisi Air Froid. Ainsi, nous avons amélioré pour vous la qualité de nos climatiseurs. Nous avons développé une marque 100% écologique conçue spécialement pour notre climat tropical avec une basse consommation d'énergie électrique. Vous êtes en zone de baisse de tension? Adoptez le climatiseur Air Froid Inverteur, spécialement conçu et amélioré pour supporter de fortes baisses de tension. Visitez notre showroom à Cotonou, à 100 mètres de l'église Saint-Jean. Air Froid, des climatiseurs à basse consommation d'énergie électrique. Contact 61 17 63 77. Site web airfroidbenin.com. Pour la rentrée académique 2023-2024, l'Université africaine de développement coopératif UADC, université publique multinationale basée à Cotonou au Bénin, offre 35 bourses d'études aux candidats des États membres de la conférence panafricaine coopérative CPC. Elles vous sont accordées sous forme d'une réduction des frais de scolarité de 40% pour les licences et de 50% pour les masters dans les filières entrepreneuriat et gestion des projets de l'économie sociale, économie coopérative et gestion des organisations, microfinance, micro-assurance santé, développement local et décentralisation, genre et développement. Conditions à remplir, être ressortissant d'un pays membre de la CPC et répondre aux critères académiques. Le dépôt des dossiers de candidature est en cours sur le campus de l'UADC, 6 au quartier Jacques à Akpakpa, derrière le ministère de la Santé, ou par mail via rectorat.uadc@yahoo.fr. Pour plus de renseignements, contactez-nous au phone ou WhatsApp plus 229 95 38 12 84 ou 97 88 0025. À l'UADC, nous formons pour le développement de l'Afrique. Qui dort jamais chez nous, vous dira-t-on. Mais ça arrive dans n'importe quelle structure de sécurité et sur n'importe quel continent. Quelle que soit la qualité de la formation ou du recrutement, l'humain présente parfois des défaillances. C'est pour pallier à cela que Benin Tracking Security, entreprise visionnaire, a inventé un nouveau concept de sécurité qui allie l'électronique à l'humain avec des outils comme le rondier qui maintient
maintient l'agent en état constant de veille et de vigilance, notre salle de contrôle, unique au Bénin, le bouton panique, moyen d'alerte efficace en cas de menace et notre anti-intrusion avec lequel vos locaux deviennent des forteresses infranchissables, BTS réinvente la sécurité au Bénin. Essayez-nous, vous nous adopterez pour toujours. Benin Tracking Security, le pionnier de la sécurité moderne au Bénin. Infoline 00229 21 31 68 72 67 15 80 41. Nous voici pour le commentaire de ce matin. Franck Arnaud, bonjour. Bonjour. On apprend que par une décision en date du 13 septembre dernier, Patrice Talon a nommé une dizaine de personnes dont la mission est de contribuer au développement du tourisme religieux au Bénin autour du Vaudou. De quoi est-ce que cela retourne? C'est en réalité un comité de 10 personnes à qui il a plu au chef de l'État de confier une mission qui devrait booster le secteur touristique au Bénin. Le décret est pris effectivement, vous l'avez dit, depuis le 13 septembre dernier, et réunit des personnes averties de la question. Parmi eux, il y a des noms bien familiers au public comme celui du président du comité, professeur Maounyo Kakpo, qui se trouve être un spécialiste des études africaines, et Bokono Dodi Amozouvi, enseignant de sociologie religieuse à l'université d'Abomey-Calavé, directeur d'un laboratoire qui s'investit également dans le domaine. On y retrouve aussi Bertin Sosa, un artiste du groupe Les Frères Guédengue. Une dame bien aguerrie du domaine, Colette Ayaba Dosso, est appelée par le président Talon pour mettre ses compétences au service de la République. Tous ensemble, ils ont un gros défi à relever, celui de mettre le Vaudou au cœur des atouts attractifs et touristiques du Bénin. Et il y a un bon mélange qui est fait. Il y a par exemple des représentants des adeptes qui auront tous à appuyer les travaux liés à la mise en tourisme du patrimoine culturel vaudou et apporter un appui conseil à la labellisation des produits touristiques liés au vaudou, qui sont donc les grandes lignes du cahier des charges de ce comité mis en place. C'est sans occulter aussi les avis qu'ils auront à apporter sur le programme d'aménagement et d'exploitation du projet Route des Couvents Vaudou, ainsi que les recommandations qu'ils seront amenés à formuler en vue d'éclore les savoirs, les arts et les dimensions expressives qu'incarne le Vaudou chez nous. Et pour donner une structuration à ce qu'il fera, le comité est appelé à travailler en étroite collaboration avec la direction générale de l'Agence nationale des patrimoines touristiques et celle de l'Agence pour le développement du tourisme. En somme, le comité des rites vaudou jouera le rôle de tête pensante de la politique nationale de mise en valeur de ce volet politique, de ce volet de notre culture. Ce n'est pas rien, c'est bon pour le moral de ceux qui se battent depuis des décennies pour de la visibilité autour du Vaudou Tanguy. À quel prix ce comité pourra-t-il réussir sa mission à votre avis? Premièrement, en restant collé aux missions qui lui sont définies par le décret de nomination qui, à mon avis, paraissent assez clairs et surtout en se l'appropriant. Tout simplement parce que autant ce pan de notre culture reste une richesse pour le développement du Bénin, autant il peut être un élément d'incompréhension si on ne sait pas manipuler certains détails en la matière, mais je veux bien croire en la perspicacité des membres du comité en question. Deuxième chose, quand on évoque la question du vaudou, il s'agit d'un champ assez large et varié qui s'étend du nord au sud, de l'est à l'ouest, où les réalités ne sont certainement pas les mêmes. Je veux également croire qu'un travail minutieux sera fait pour intégrer toutes les dimensions et toutes les composantes, ainsi que les particularités relevant de chaque région, de sorte que le touriste étranger reste tout aussi enthousiaste, aussi bien quand il décide de se ressourcer dans les réalités du sud que celles du nord ou encore du centre. Cela suppose qu'en interne de ce comité, il faut une restructuration qui donne naissance à des structures départementales qui travaillent de concert avec les structures au plan national. Et troisième chose, il faut que ce comité nous propose du bon, du vrai, de l'original, que les idées soient des idées novatrices et qui mettent vraiment en exergue le vaudou made in Bénin. Il ne s'agit plus là maintenant du simple vaudou à pratiquer chez nous, mais du vaudou à vendre entre griffes. L'image du vaudou que nous voulons exposer doit être celle qu'on aura envie de venir voir de nouveau et surtout
celle qui va apporter des plus-values à l'économie nationale. Parce que là, on parle de tourisme. Professeur Maounio Capo et ses collaborateurs ont intérêt à nous proposer du bon et du neuf, même s'il est vrai que j'ai quelques appréhensions et quelques réserves quant à la finalité de ce projet. Le vaudou, c'est ce que nous avons de plus original. C'est bien entendu une partie de l'Afrique et du Bénin. Il faut donc savoir, à mon avis, ce que nous devons vendre, exposer à tous ceux qui viennent nous visiter. Merci beaucoup à vous, Franck Aonou, pour ce commentaire de ce matin. On a les acteurs qui ont quelques soucis avec leur montre. William Cliquin, qui était prévu par ici aussi. Eric Deguenon, qui vient de nous rejoindre. Et puis, Bonaventure Agon, qui est directeur de publication du journal Bénin Intelligent, très prononcé, très intéressé par les questions liées justement à la promotion donc, des valeurs culturelles et endogènes, qui ne nous a pas encore rejoint aussi curieusement. Allez, c'est bien bizarre hein, ce matin. C'est vrai que dehors, il fait un temps de chien avec la pluie qui est intempestive et intermittente entre Cotonou et Abomey-Calavi depuis la profondeur de la nuit entre ce dimanche et ce lundi matin. On espère bien, en tout cas, que ceux qui sont absents pourront nous rejoindre. Sans eux, on fera quand même le débat. Hein? Eric, bonjour. Bonjour, Tony. Alors, on va axer nos discussions sur 3 axes. La pertinence de la mise en place de ce comité, le profil de ceux qui en font partie et maintenant le lien possible qu'on peut faire entre le vaudou et la promotion du tourisme et les bases à poser. En quoi est-ce que le comité de cette nature est-il pertinent pour mettre en lien le vaudou et le tourisme, Eric? Je pense que la mise en place de ce comité répond déjà à une vision du gouvernement de développer le tourisme, notamment celui porté sur la religion. Nous savons que s'il y a une chose qui caractérise le Bénin, c'est le vaudou. Quand vous êtes béninois et que vous êtes à l'extérieur, on vous identifie facilement avec cette réalité-là. Et donc, il fallait certainement mettre en place ce comité qui va travailler peut-être à répertorier tout ce que nous pouvons avoir comme richesse religieuse du point de vue vaudou, en termes de sites religieux qu'on peut visiter ou qu'on peut mettre sur un planning dans le cadre de ce projet. Et donc la vision, elle est là, mais en même temps, sa mise en place suscite forcément la mobilisation des gens qui ont une connaissance pointue de ce dont il est question. Et je pense que le comité va davantage travailler à cela. Ailleurs, cela se fait bien. Vous savez, des gens sont capables de sauter dans un avion, réserver des hôtels pour aller visiter la cathédrale Notre-Dame de Paris, qui a subi ce fâcheux incendie. Nous avons vu l'émotion qui a gagné le monde à l'image de cet incendie à la télé, quoique donc c'est un site qui intéresse vraiment beaucoup de personnes. Des gens sont capables d'aller à Rome, visiter la place de Saint-Pierre, quand bien même ces personnes n'ont rien à voir avec la religion catholique, juste pour aller visiter ces infrastructures, l'espace qui est là. Voyez-vous, pareil également en Asie, on peut aller voir les plus vieux monastères du monde en Chine ou peut-être aussi en Inde. Donc, je pense que autant d'endroits que des gens vont visiter pour essayer de se ressourcer, ne serait-ce qu'une fois dans leur vie, dire ah non, j'ai mis pied aussi dans cet endroit. Donc je pense que nous pouvons aussi donner de la valeur à ce qui est également de chez nous, qui est le vaudou, qu'on peut d'abord débarrasser de cet aspect culturel. Je pense que c'est pas de ça qu'il est question. On ne demande pas aux gens de devenir adeptes de telle divinité en venant visiter ces sites. Donc il y a forcément un travail qu'il faut faire avec les acteurs. Quels sont les aspects qu'on peut mettre à la disposition du public? On va explorer tout cela tout à l'heure. Allez, présentons déjà un peu ensemble les atouts de ce comité qui est mis en place. Est-ce qu'il a vraiment un intérêt singulier, Franck? Oui, je pense que dans la recherche des personnes qui peuvent faire le job, je crois que le chef de l'État est tombé sur la crème des crèmes. Ceux-là qui, c'est vrai, sont dans le monde intellectuel, mais qui s'investissaient déjà dans les recherches, dans la culture liée au vaudou et qui
ont même eu à écrire des livres, qui ont fait des recherches, qui ont fait beaucoup de travaux sur le vaudou. Bon, je pense que dans la constitution du comité, c'est déjà un pari gagné. Ce sont des gens bien avertis. Maintenant, un intérêt pas singulier, je pense. Est-ce que le comité a quelque chose sur lequel il peut s'appuyer déjà pour justement atteindre l'objectif qu'on lui a assigné? Oui, parce qu'il y a de la matière. La matière, ce sont les richesses liées au vaudou que nous avons. Maintenant, où est-ce qu'il faut rechercher ces richesses-là? Parce que vous et moi, il y a des choses que nous ne maîtrisons pas, bien qu'étant béninois, dans le vaudou, qui sont quand même des valeurs qu'on peut exposer à des étrangers qui viennent pour leur dire, écoutez, ça, voilà notre identité, ça, c'est de telle région, c'est de telle ou telle zone. Et donc, il y a de la matière. Maintenant, comment mettre en valeur cette matière-là? C'est la grosse question. Sinon, je crois que le chef de l'État qui a mis en place le comité lui donnera les moyens certainement. Il y a de la matière. Maintenant, il faut de la volonté. La volonté et surtout de l'innovation au niveau de ce comité. Que ce ne soit pas un comité de plus que l'on va mettre sur pied, comme les comités que nous connaissons. On prend les primes et puis au finish, on n'a pas véritablement le résultat. Parce que le résultat là, c'est bien entendu apporter un plus à l'économie. Quand on parle de tourisme, c'est un pan de l'économie. Il faut apporter une plus-value et il faut apporter des gains à l'économie nationale à travers ce domaine-là. Alors, on va parler maintenant, on va aborder le deuxième axe de ces discussions-là, le profil de ceux qui ont été désignés. C'est vrai que vous aviez commencé à l'ébaucher, c'est quand même des enseignants du supérieur, c'est quand même des acteurs bien imprégnés de la chose culturelle et vaudou précisément. Mais est-ce que cela suffit vraiment pour arriver à faire le lien et à créer l'espace qu'il faut pour favoriser le tourisme? Donc, vous avez très bien posé la question. Ça ne suffit pas du tout. Pas du tout. Alors, moi, je sais par exemple que dans le nord du Bénin, il y a des divinités que des gens ici dans le sud ne connaissent pas. Alors, lorsque nous prenons des têtes pensantes, nous prenons des gens qui sont bien avertis de la chose, il faudrait qu'à la base, qu'on puisse aller rechercher ceux-là même qui sont les gardiens, les dignitaires de ces couvents-là et qui ont la possibilité de révéler au comité les disparités qu'il y a entre le vaudou, par exemple, du nord et le vaudou du sud. Donc, c'est pour dire que il ne suffit pas que nous ayons ces 10 personnes-là. Je suis sûr que ces 10 personnes iront à la base, iront dans les communes, dans les départements, comme au bon vieux temps, quand on célébrait le vaudou de façon tournante dans toutes les localités. Vous voyez, il y a des structures départementales qui organisaient à des endroits donnés le vaudou. Vous voyez le Guélédé, vous voyez le Kouvitor, vous voyez le Zangbetor et d'autres divinités qui sont typiquement de certaines régions qu'on voit ensemble. Donc je pense qu'il faut s'aligner, il faut également s'imprégner de la façon dont ça se faisait. Sinon, nous aurons, quand on dit vaudou, vous savez que c'est en quelque sorte en langue de la partie méridionale, pardon. Là-bas aussi, il y a les appellations, il y a le ourou, tout ce que vous voulez. Il y en a là-bas le ogou également. Il y a le ogou qui est vénéré au nord. Il y a le ogou tel que nous le concevons ici dans la partie méridionale. Donc, c'est de faire un répertoire, voilà le mot que je cherchais, répertorier tout ce qui peut nous permettre d'achalandrer, disons, le menu de ce vocable à vaudou. Et lorsque, par exemple, vous allez dans le nord, vous êtes bien informé, vous venez dans le sud, vous êtes informé, dans le centre, à l'est et à l'ouest, que vous puissiez retrouver. Maintenant, il faut également les infrastructures. Les infrastructures. Vous allez au musée de plein air de Parakou, ça ne ressemble plus à rien du tout. C'est caduc, tout ce qui est là. Les bâtiments sont vieux, c'est presque abandonné. Je crois que c'est le travail que le comité aura fait. Est-ce que le comité, justement, en parlant de lui et du profil des membres qui en font partie, ne part pas avec un handicap? Franck l'a rappelé tout à l'heure, il y a des vaudous au nord, mais j'ai pas l'impression que dans le comité, il y a des têtes pensantes qui sortent de cette région-là, qui peuvent porter l'esprit qu'incarne justement le vaudou dans cette partie du Bénin. Absolument, et c'est ce qu'on peut noter comme insuffisance.
face à la lecture des profils que nous avons, n'est-ce pas, sous nos yeux. Et là, la question se demande, est-ce que c'est une option, un choix de pouvoir identifier des personnes que nous connaissons déjà et qui sont plus connues dans une partie de notre pays? Est-ce que le travail qu'on est en train de leur confier, cela suppose que on a pris d'abord dans un premier temps tout ce qui qu'on peut retrouver comme richesse religieuse dans la partie du Sud? Et est-ce que tout ce que nous avons également comme identité religieuse dans la partie septentrionale n'est pas concerné? C'est des questions qu'on se pose, attendant aussi peut-être de voir le travail qui sera fait de ce comité. Est-ce que ça va prendre en compte également des réalités religieuses de la partie septentrionale pour voir? Ce qui est certain, c'est que nous avons des universitaires et des gens qui ont travaillé sur le vaudou à l'université, des spécialistes du vaudou, mais aussi des gens qui sont des pratiquants, qu'on connaît, tels que dignitaires de telle divinité également, qui sont membres de ce comité. Et quand je lis un peu le décret de création, c'est que le comité des rites vaudous est chargé de contribuer à la labellisation des rites, cérémonies et pratiques des couvents du vaudou dans le cadre de leur mise en œuvre en tourisme. Ses membres ont pour mission d'appuyer tous les travaux liés à la mise en tourisme du patrimoine culturel vaudou, d'apporter un appui conseil, bien entendu, à la labellisation des produits touristiques liés au vaudou. Donc tout est un peu concentré sur le vaudou. Certainement que le travail qui sera fait est immense. Et là-dessus, je suis d'accord avec Franck, il faut aller étape par étape. Il faut répertorier vraiment tout ce qu'il faut répertorier, essayer de voir avec nos devanciers dans ce milieu, négocier si possible avec eux, voir ce qu'on peut prendre accessible, n'est-ce pas, pour le public, et ce qui peut être toujours considéré comme caché, mais aussi les infrastructures. Et ça, c'est ce qui nous manque beaucoup. Si des gens peuvent quitter nos terres, aller visiter, je l'ai dit tout à l'heure, peut-être aller en Israël, à Jérusalem, visiter des sites religieux, il y a des infrastructures qui font de ces sites, qui les rendent uniques au monde. Alors, est-ce que nous, si par exemple, quel est le plus grand hôtel de vaudou au Bénin? Où est-ce qu'on peut aller retrouver ça? Quel est le plus grand hôtel d'une telle divinité, telle divinité? Où est-ce qu'on peut aller retrouver ça? Quand vous quittez Dassa pour aller à Banté, quelque part à droite, il y a un site où vous posez toujours la question, mais qu'est-ce que les gens font là? On voulait parler du vaudou de Savalou, là. D'Anrokon, je ne sais pas si c'est comme ça. D'Ankoli. D'Ankoli, voilà. Il y a du monde. C'est des endroits qu'on peut identifier, aménager, rendre ça vraiment unique en son genre. Et il paraît que le vaudou a un esprit, c'est qu'on n'aménage pas et qu'on ne le rende pas aussi. Voilà des questions. Aussi huppé comme ça, c'est lieu de résidence. Ça reste comme ça. Bon, voilà des questions d'études, mais toujours est-il que le lieu s'agrandit. Il y a des choses qu'on peut faire comme ça. Il y a vraiment du monde. Vous venez, vous achetez, vous faites des achats, vous offrez la divinité, vous évoquez votre souhait, et puis on peut encore identifier des sites comme ça et essayer vraiment d'améliorer le visage de ces sites. Je donne souvent un exemple. Vous savez, quand on raconte l'histoire de l'esclavage, on a plus de produits touristiques qui retracent vraiment l'histoire de l'esclavage à Ouida plutôt que l'île de Gorée au Sénégal. Mais pourtant, parce que là-bas, on a aménagé des infrastructures, au Sénégal, on profite plus de cette histoire de façon touristique que chez nous au Bénin. Voyez-vous, bon, aujourd'hui, on peut se réjouir de ce qui est un projet qui est en train de changer le visage du port du Nord-Retour, de la route des esclaves. Ça, c'est ce qu'il faut continuer par faire sur chaque endroit où on estime que on peut drainer du monde, on peut vraiment amener des gens. On nous a parlé plusieurs fois de cette poésie, le dernier voyage du roi Béanzin. Si on descend aujourd'hui sur le plateau d'Abomey, est-ce qu'on ne peut pas refaire le circuit, n'est-ce pas? Le circuit existe et il faut demander aux acteurs. Mais dans quel état? Voilà. Dans quel état? Allez, on va aborder le troisième axe de nos discussions. Comment est-ce qu'il faut véritablement? C'est vrai que vous aviez commencé à demander qu'on aménage un peu les sites touristiques et autres.
mais est-ce que c'est possible aussi? Est-ce qu'on a véritablement de la matière aujourd'hui pour que nos vaudons, sans être profanés, puissent quand même servir en termes d'économie pour, ma foi, permettre l'essor du tourisme chez nous, Franck? C'est une grosse question, hein. Sans être profané, c'est très important. Et c'est en cela que nos universitaires qui ont été choisis doivent faire appel aux compétences de ceux qui sont au contact des réalités du vaudon. Je veux parler des dignitaires, de ceux qui sont les gardiens, qui ne se déplacent pas et qui font tout pour garder l'esprit vaudon dans tel ou tel couvent. C'est très important, sinon on va passer à côté de la plaque. On va passer carrément à côté de la plaque. C'est vrai, on ne peut pas améliorer, on ne peut pas déplacer l'esprit. L'esprit n'aime pas trop qu'on déplace, qu'on l'améliore. Mais par exemple, la route qui mène à un temple, à la route qui mène à un couvent, on peut l'aménager de sorte à permettre aux touristes qui veulent aller visiter de ne pas avoir trop de difficultés. Parce que si la route n'est pas bien aménagée, si l'accès à ce couvent-là n'est pas bien fait, le touriste n'ira pas là-bas. Et détrompez-vous, les Occidentaux, les étrangers en griffe tels qu'on les appelle, ce sont des gens qui ont investi le couvent depuis fort longtemps. Ce qu'ils veulent venir voir. Et c'est là où j'allais vous demander, mais qu'est-ce qu'on veut leur vendre maintenant? Les gars, ils sont rentrés chez nous, ils connaissent tout, parfois même mieux que nous. Ils sont initiés, ils ont même racheté tous nos assets chez nous, il n'y a que de vieux fermes. Absolument. Qu'est-ce qu'on veut leur montrer? J'ai suivi un reportage, quelqu'un qui a déjà pris le phare et qui consulte pour des gens en France et qui a son couvent. Et qui est français. Qui est français de père et de mère, mais qui est venu se faire initier au Bénin, qui est reparti avec... c'est satanique, qui est reparti avec tous les attributs. Et là-bas, il consulte pour des gens et il a la possibilité de faire tout ce que nous voyons ici. C'est pour vous dire qu'on ne veut pas apporter... On ne veut pas véritablement leur dire ce qu'ils ne savaient pas. Ils savent déjà, mais pour des touristes qui veulent venir voir, il faut qu'il y ait véritablement quelque chose d'attrayant. Oui, rapidement, le temps que je pense que c'est à la fois pour des visiteurs, mais aussi pour nous aussi béninois qui profiteront certainement de ces infrastructures pour redécouvrir les richesses de chez nous. Alors qu'un étranger soit introduit dans nos couvents, entre-temps, il a été adepte, on l'a initié. Certainement, il a suivi un processus et puis il devient adepte de cette divinité. Oui, justement, nous aussi, on nous a apporté la religion catholique et puis des gens acceptés cette foi sont devenus des prêtres, des archevêques, ainsi de suite. Donc, je pense que là-dessus, ça ne va pas nous empêcher de labelliser nos produits religieux de sorte à les présenter au goût du jour comme étant des identités uniques à visiter. Et je pense que entre cette époque et la date d'aujourd'hui, les choses aussi ont évolué. Donc il y a forcément un intérêt pour un visiteur d'aller voir dans un couvent de revenants, bien entendu, les tenues, comment est-ce que ça se passe. Et là-dessus, on insiste d'abord, et c'est là que la tâche sera difficile. Comment on peut faire la part des choses entre ce qui est culturel et ce qui est culturel, ce qu'on peut mettre, n'est-ce pas, à disposition du public, parce que nous savons qu'il y a tellement d'interdits également dans ce milieu qui fait que beaucoup de personnes n'ont peut-être plus envie même d'aller visiter ces endroits. Bonaventure Abon qui nous a rejoint, directeur de publication du journal Bénin Intelligent, très intéressé par la question liée justement à ce domaine-là. Bonjour, merci d'être là. Quelques soucis certainement pour nous rejoindre à l'heure. On a discuté, c'était prévu 3 axes et on a évoqué déjà les 2 premiers, on était sur le 3e quand vous nous aviez rejoint. On a parlé de la pertinence de la mise en place de ce comité. Qu'est-ce que vous en dites? Oui, la pertinence de la mise en place de ce comité n'est plus à démontrer. Vous avez parlé tout à l'heure de ces blancs-là qui auraient racheté même nos assins, tout ça. Oui, ça veut dire que dans le secteur, le trafic illicite a longtemps régné, par exemple. Et il faut comprendre, pour ce projet, il faut comprendre la vision globale du gouvernement pour mieux cerner les choses. Depuis que le gouvernement est là, il y a un travail d'assainissement qui a commencé par être fait. Je prends la loi qui a été votée pour protéger le patrimoine. Avant, vous pouvez prendre un assin, le vendre dans le circuit informel n'importe comment. Aujourd'hui, il y a une loi désormais au Bénin qui protège le patrimoine. Et la police
la douane, tous ceux qui ont été sensibilisés, ont suivi des formations, désormais pour contrôler ce qui sort du pays. Pour traquer désormais le patrimoine culturel qu'on aurait peut-être caché sous d'autres produits et exporté. Du point de vue légal. Voilà, donc désormais il y a un travail de protection déjà sur ce volet de la loi législative. Il y a déjà une loi qui protège le patrimoine. Donc même si un Béninois continue dans le trafic aujourd'hui, il est dans l'illégalité et on peut le prendre à tout moment. Donc cette question-là est réglée. Alors concernant les Blancs qui auraient déjà tout et qui seraient plus initiés même que nous, il faut comprendre que la résultante de ce trafic dont nous avons parlé a pris par là également. Et on ne peut pas interdire aux touristes en quête de sensation, en quête de connaissance, d'aller dans les couvents. Le gouvernement, lui, n'est pas là pour promouvoir le vaudou en tant que religion, mais le vaudou en tant que opportunité de révéler le Bénin en tant qu'opportunité touristique, le vaudou en tant qu'identité, parce que quand vous allez à l'extérieur du pays, lorsqu'on parle du vaudou, bon, tout le monde connaît le Bénin. C'est quand on est en matière commerciale. La connotation n'est pas très intéressante. Hein? La question de la connotation relève d'une construction idéologique. Ce ne sont pas les Béninois qui ont diabolisé le vaudou. Ah ouais? La question de la connotation est d'abord venue des missionnaires, des pasteurs, des ethnologues et autres anthropologues européens qui avaient besoin d'arguments pour justifier l'entreprise, le projet de civilisation, de mission civilisatrice. Donc ce n'était pas leur discours de diabolisation de vaudou n'était pas d'abord destiné aux Béninois. C'était d'abord destiné au public occidental pour lui dire que oui, ce que nous allons faire en Afrique était pertinent. Alors on a parlé du profil des membres du comité aussi. Comment vous le trouvez? Et par rapport à leur profil, je trouve que tout est réuni. Vous avez des intellectuels, des universitaires qui sont à la fois pratiquants. Je prends le cas du professeur Dodi Amouzovi, qui est universitaire, professeur titulaire de sociologie religieuse. Vous avez le professeur Marion Kakbo, qui est d'ailleurs le président de ce comité, qui est Bokonon, ce qu'on traduit en français, prêtre du phare. Vous avez Togbe Yedi, qui est artiste et qui est aussi dignitaire. Vous avez Rounon, Dombeza. Donc c'est des gens qui connaissent le métier, qui savent ce qui peut être présenté au public, ce que le public ne peut découvrir que dans l'intimité des couvents. Donc moi je pense que ce sont des sachants, ce sont des gens qui connaissent le vaudou jusque dans son intimité. Seulement qu'on a l'impression que c'est, enfin ceux qui connaissent, ou les sachants comme vous le dites, n'appartiennent qu'à la partie méridionale. Et qu'il n'y a pas de vaudou au nord du Bénin. Quand on voit le comité, on n'a pas l'impression que cette partie est présente. Permettez-moi de ne pas rentrer dans un débat régionaliste. C'est pas régionaliste. Quand on veut quelque chose, oui, on prend sur l'ensemble du territoire national. Parce qu'il y a des vaudous aussi au nord. Et sans forcément soupçonner des limites à la connaissance de nos grands cadres comme le professeur Marion Kakbo ou si vous voulez Dodi Amouzovi, il y a que ils ont besoin aussi de savoir et de rester dans l'esprit du vaudou du nord. Ce qu'ils n'ont pas forcément. Moi, je pense que le gouvernement n'a pas besoin de nommer des intellectuels, des pratiquants dans tous les coins du Bénin, mais de faire intégrer les responsables, les dignitaires de tous les coins du Bénin avant de faire avancer la cause. Il n'est pas dit que le travail est concentré seulement au niveau du comité. Ce comité-là, je ne sais pas trop comment ça va se passer, mais ce comité-là peut sortir et aller à la rencontre d'autres acteurs et les écouter. Donnez tour de table. Selon moi, on ne va pas en faire un problème. Donnez tour de table donc. Je sais que Biobigo ne sera pas de cet avis. Ça c'est clair. Qu'on connaît vraiment très attaché aux valeurs religieuses de la pâtisserie patronale. Donc, moi je continue par croire que c'est une insuffisance qu'il faut régler. Si tant est que le projet doit être porté sur des réalités religieuses sur l'ensemble de notre territoire, il faut faire en sorte que à chaque coin de notre pays, qu'on puisse trouver des personnes en mesure de jurer de ce qui est là est rituel, ce qui est là, voici. Parce que ça n'est pas la même chose. Moi, je suis resté un peu dans le nord. Ça n'est pas la même chose. Il y a forcément une différence d'approche, même de point de vue qu'un universitaire peut avoir par rapport à telle dignité.
encore que nous sommes dans un domaine un peu complexe où il est question de rites, de traditions et tout ça. Donc je pense qu'il faut tenir compte de ça. Comme je l'ai dit, c'est peut-être là, dans un premier temps, ce comité qui a été constitué pour faire un travail, peut-être d'abord dans cette partie de notre pays, avant peut-être d'évoluer encore un peu plus loin. Mais toujours est-il que, comme l'a dit Bonaventure, la cause elle est juste. Nous avons un potentiel qu'il faut révéler. D'autres l'ont fait ailleurs, nous devons le faire aussi. Et je vous l'ai dit encore, pour ça, des gens sautent dans un avion pour aller regarder l'éléphant qui en Inde est considéré comme un dieu. Les gens sautent dans un avion pour aller regarder des singes qui sont considérés comme des dieux ailleurs. Nous aussi, nous pouvons le faire. Et ce n'est pas l'aspect mystère qui nous intéresse. Là-dessus, il faut être vraiment très précis. Nous voulons justement davantage apprécier les potentialités que nous avons dans notre pays dans ce secteur-là. Franck, alors se questionner sur le profil de ceux qui sont réunis aujourd'hui pour mener cette mission-là. Ce n'est pas un débat régionaliste. À mon avis, c'est un débat régionaliste, mais positif. Parce que déjà, il faut relever les insuffisances, il faut relever ce que peut-être les membres du gouvernement n'ont pas perçu. Et c'est en cela que je dis l'ouverture dont les membres doivent faire montre doit être assez grande pour aller vers d'autres entités, pour aller vers d'autres personnes. On a cité par exemple professeur Léon Bigou. Il y en a encore dans le septentrion qui connaissent. Vous allez dans l'Atakora, eh bien, vous allez en milieu Peul, vous allez en milieu Tchabé, vous allez en milieu Yoruba, mais vous allez découvrir des choses. Le milieu en griffe Somba comme on dit, sinon voilà. Les Natemba, vous allez à la frontière même du Bénin avec le Burkina. Mais vous allez voir des choses... Avec les gourmandiers, par exemple. Les gourmandiers. Donc, il va falloir que pour saisir tout ça, pour saisir les réalités de ces entités, il va falloir avoir des gens véritablement avertis. Qui sont imprégnés. Qui sont imprégnés. C'est pour cela que je dis, il faut aller piocher, il faut qu'ils fassent un travail. Parce qu'à la longue, vous allez écouter, nous, on n'a pas été associés. Nous, on n'a pas senti des gens venir vers nous. On n'a pas senti, si on n'a pas... Ça va être un frein pour l'évolution de la mission de ce comité. Oui, tout à fait. Moi, si on devrait, comme je le disais tout à l'heure, trouver des cadres dans tous les coins du Bénin, vous aurez à la fin un comité pléthorique. Et ça peut constituer en même temps un frein, une menace pour le travail qui est... Comment est-ce que le comité peut corriger cela? Oui, c'est déjà d'aller vers les gens, d'aller vers les pratiquants, de ne pas s'enfermer dans les bureaux climatisés à Cotonou pour dire qu'on a fait un travail sur le Vaudon. Le Vaudon, ce n'est pas dans les bureaux climatisés à Cotonou. Il faut pouvoir sortir, aller à Ouida, aller au nord, rencontrer les acteurs et leur expliquer la vision du gouvernement pour dire voilà ce que le gouvernement prévoit de faire dans tel secteur. Voilà l'objectif. Il faudrait que vous y contribuiez. C'est déjà ça. Pour que les gens sentent que oui, ce projet... J'ai été approché à un moment donné et voilà les objections éventuelles, voilà les apports que j'avais faits en son temps. C'est très important. Alors, je voudrais revenir, je ne sais pas si je serai en rade, sur la question de la labellisation. Oui, rapidement. La labellisation, parce qu'il y a eu des craintes, par exemple, concernant la désacralisation de certaines pratiques. On a vu des gens rentrer et sortir des couvents comme si c'était la chambre à coucher. Voilà. Et donc, voilà. Pourquoi il faut insister sur le terme de la labellisation? Il faut labelliser parce que ce qui est à présenter au public, c'est ce qui est filtré. Ça ne veut pas dire qu'il y a des pratiques qui sont rétrogrades ou qu'on est en train de jeter aux oubliettes. Non. Juste que le gouvernement veut assainir le secteur. Le gouvernement a un objectif donné. Et le public, celui qui vient du Cameroun par exemple, qui a une sensibilité en griffe basse, lorsqu'il vient en tourisme religieux au Bénin et que vous lui présentez par exemple des scènes de sang, des scènes de flagellation, or vous ne connaissez pas la psychologie de ce touriste-là, est-ce que vous voulez vraiment l'amener? Est-ce que vous allez l'amener à revenir au Bénin l'année prochaine? Donc, c'est présenter, avoir sur des critères donnés, parce que la labellisation répond à des critères. Le comité doit s'asseoir pour dire, voilà, sur la base de tel critère, nous retenons telle et telle pratique, telle et telle scène qu'on peut présenter, parce que le vaudou, moi, je suis au Bénin, j'assiste à des scènes
quotidiennement. Donc quand je vois des scènes de sang, de violence en griffe, moi ça ne me dit plus rien. Mais est-ce que nous sommes sûrs que le touriste qui vient au Bénin est à ce même niveau de compréhension des choses que nous? Non, donc c'est pourquoi il faut labelliser, il faut faire un travail pour dire voilà ce que nous présentons, pour motiver le public à toujours avoir soif de connaissances et à venir chez nous chaque année. Merci beaucoup, cher monsieur. C'est vrai que le temps il est parti. Merci d'avoir contribué à ces échanges. William Clican nous aura manqué. Hein. Je ne sais pas si c'est parce qu'il est pasteur. On va lui poser la question. On va lui poser la question de réalité. Les gars. Mesdames et messieurs, voici le résumé des faits de l'actualité la semaine écoulée. Le point de l'actualité hebdomadaire sur la 3, c'est dans une semaine au Bénin. Mesdames et messieurs, bonjour. Voici l'essentiel à retenir pour le compte de la semaine écoulée. Le président de l'Assemblée nationale et les membres de son bureau étaient en visite jeudi sur le chantier de construction du nouveau siège de l'Assemblée nationale. Ils sont allés constater le niveau d'évolution des travaux démarrés depuis le 31 mars 2021. Sur place, le chef cellule suivi évaluation du maître d'ouvrage délégué du projet a rassuré la délégation parlementaire. Les travaux évoluent normalement avec un taux d'exécution physique de 70% pour un décaissement de 11 milliards de francs CFA. Le point présenté a satisfait le président Louis Vlavonou, qui toutefois reste exigeant quant au respect du délai contractuel. Le nouveau projet de construction du siège de l'Assemblée nationale vient remplacer celui abandonné au bord de la lagune de Porto Novo, puis démoli il y a quelques jours, après avoir englouti plus de 22 milliards du contribuable béninois. C'est un défi pour le chef de l'État, c'est un défi pour l'Assemblée nationale, qu'avant la fin de la législature et de la mandature du chef de l'État, si nous n'intégrions pas, ce serait comme une grande humiliation. De son côté, le préfet du département du Mono poursuit sa tournée statutaire dans la commune relevant de son territoire de compétence au titre de l'année 2023. Le jeudi 19 octobre 2023, Bienvenu Milohin était dans la commune de Rouillogui. Au centre des échanges avec les responsables en charge de gestion de cette localité, des questions de développement. Selon le tableau présenté par le maire Cyriaque Domingo, la commune a connu des progrès en termes de mobilisation des ressources. Déjà, 180 millions de francs CFA ont été mobilisés contre moins de 60 millions l'année dernière à la même période. Cette performance, selon le préfet du Mono, est le fruit de la réforme dans le secteur de la décentralisation. Huit préfets des départements du Bénin entrent en possession chacun de véhicules flambant neufs. Ces moyens roulants ont été remis par le ministre de la Décentralisation et de la Gouvernance locale dans le but de faciliter la mobilité des équipes préfectorales. Cette première vague de remise est la matérialisation du programme d'action du gouvernement qui entend réhabiliter et équiper les préfectures du Bénin afin que les préfets puissent mieux jouer leur rôle de tutelle et d'assistance conseil aux communes. Les véhicules ont été offerts par l'Agence pour la gestion de la logistique des officiels. La cérémonie de remise de ces véhicules s'est déroulée mercredi dans l'enceinte du ministère. Les membres du Conseil économique et social sont désormais imprégnés du contenu du projet de loi de finances gestion 2024. À l'occasion de la plénière tenue jeudi au siège de l'institution à Cotonou, une délégation du ministère de l'économie et des finances est allée leur présenter l'essentiel du contenu du budget général de l'État avant son examen à l'Assemblée nationale. Une rencontre organisée entre les deux parties en respect aux dispositions régissant l'élaboration et l'examen du budget général de l'État.
Les travaux de construction du projet Route des Pêches avancent avec assurance. Les domaines privés affectés par ces travaux sont repris à leurs propriétaires. Le mardi 17 octobre 2023, une vingtaine d'entre eux ont été invités par l'Agence nationale du domaine et du foncier pour recevoir leur chèque. Une remise de chèque qui intervient suite aux évaluations faites sur le site aux fins de conforter chacun des propriétaires dans leurs droits. La commune de Ouida a abrité du mercredi 18 au dimanche 22 octobre 2023 la deuxième édition du festival dénommé Scène internationale des arts. La rencontre culturelle qui a mobilisé plusieurs pays francophones vise la promotion de la danse et du théâtre. Le festival est initié par le Centre culturel de rencontres internationales. Son objectif est d'approfondir la coopération culturelle entre pays francophones afin de rapprocher les institutions, les artistes, les habitants et de briser les barrières. Ainsi se résument les faits ayant marqué la semaine écoulée. Merci de votre aimable attention. À lundi prochain pour un autre point de l'actualité hebdomadaire. Notre deuxième invité ce matin, c'est Alain Adiou, membre du parti Foscori pour un Bénin émergent. Monsieur Adiou, bonjour. Bonjour, cher ami. Merci de venir échanger avec nous au sujet de la dernière activité au sein du parti. Vous étiez à Grand Popo pour discuter entre vous des lois électorales dans la perspective des élections générales de 2026 parce que selon vous, les échos, et selon les échos qui me parviennent, vous vous inquiétez un peu au sujet de leur nature. Monsieur Adiou, ces lois vous ont quand même permis d'aller aux élections d'abord communales, municipales, puis présidentielles, puisque vous aviez eu droit à un duo même qui a fait un score de 12% à ce rendez-vous électoral-là et de vous présenter aussi aux législatives de janvier dernier. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui cela vous inquiète? Merci d'abord de nous avoir invités à ce plateau. Vous savez, 2026, c'est l'année de toutes les préoccupations. C'est l'année électorale et c'est inédit. Pour mémoire, je ne suis pas sûr que dans notre histoire politique récente, nous ayons déjà fait cette expérience-là. En tout cas, pas après 90. Pas après 90. Nous allons faire des élections couplées, 2 élections le deuxième dimanche de janvier, communale et législative, et 2-3 mois après, en avril, la présidentielle en mai. Donc, c'est important qu'on commence à réfléchir sérieusement. Vous vous en doutez bien, FCBE n'est pas d'abord un parti de populisme. Nous sommes un parti politique, nous sommes des hommes politiques, nous réfléchissons. Un parti doit avoir 2 aspects principaux, la réflexion d'abord et puis l'action sur le terrain. Donc, nous sommes engagés d'abord dans la partie réflexion. Qu'est-ce qui va se passer en 2026 ? Qu'ils vous souviennent qu'au lendemain de la dernière compétition électorale, les législatives notamment, un responsable de parti de la mouvance a bien dit que à l'expérience, à la pratique, selon lui, la loi portant code électoral devra être relue. Ça a été déjà dit dès le lendemain de même janvier. Le président a envisagé aussi la révision de la Constitution. Et le président de l'Assemblée nationale a émis déjà le vœu. Donc, ce n'est pas FCBE qui est la première force politique à parler de voilà. Donc, les lois électorales, si vous prenez la Constitution, la charte des partis politiques, le code électoral, la loi sur la décentralisation, il y a plein de réformes. À la pratique, on observe un certain nombre de choses dont le public, dont le peuple n'est pas forcément informé, dont peut-être vous les journalistes non plus, vous n'êtes pas informés. Mais ceux qui sont dans l'action politique au quotidien remarquent que les réformes ont des biais ici, des biais par là. Qui vous souviennent, juste pour rappeler que en 2020, après les élections communales et municipales, il a été nécessaire
que les forces politiques se retrouvent autour du chef de l'État et à son initiative pour introduire une correction, une relecture de la loi devant conduire à la désignation des maires. D'accord, oui. Voilà déjà quelque chose qui doit nous faire comprendre que, ah oui, c'est vrai. C'est pas impossible. Parce que les lois ont été votées en 2019 dans les conditions que vous connaissez. Okay? On ne remet pas ça en cause. Nous, à FCBE, nous sommes des républicains. Nous respectons les lois. Et d'ailleurs, c'est parce que nous sommes des républicains, partis politiques, nous avons mis en application tout ce dont nous sommes convaincus que la paix a été sauvée dans le pays. Sinon, en 2019, c'était parti pour longtemps. On en reparlera. N'est-ce pas? Donc, fort de tout cela, parti de républicains, nous nous sommes dit, les lois sont déjà devenues les lois de la République. Elles sont déjà votées. Est-ce que le législateur a le droit, le pouvoir de voter? Oui, ce sont des députés qui ont voté. Maintenant, est-ce que les lois ont des souffrances, ont des biais, ont des difficultés? Oui, également. Ce n'est pas tous les articles, mais il y en a. Il y en a un certain nombre qui posent réellement problème. Donc, FCBE a décidé de regarder ces lois-là de très près, celles dont j'ai cité rapidement les noms, les titres, de les regarder de très près et de s'armer, de s'organiser afin de préparer progressivement un argumentaire solide de conduire à un plaidoyer au plan national. On va examiner justement ces lois que vous aviez citées pour voir un peu dans quel aspect elles sont assez dérangeantes. Parlons par exemple de la loi sur, je dois dire, les élections, notamment pour ce qui concerne la présidentielle, avec cette histoire de parrainage. Cela vous dérange un peu, puisque j'ai écouté quelques discussions, cela vous dérange au niveau des FCBE? Pourtant, même sans avoir été au Parlement, vous aviez quand même eu des parrainages. Ce n'est pas parce que nous avons eu des parrainages que ce qui est fait est bien. FCBE réfléchit non pas pour son compte personnel en tant que parti politique, mais pour le compte de la nation, pour la défense de la paix, de l'unité nationale et le développement. Et vous savez que quand un pays est menacé, quand la paix est remise en cause, il n'y a pas de création de richesses dans les meilleures conditions possibles. Donc FCBE ne se bat pas d'abord pour son compte à lui tout seul. Mais c'est également, enfin c'est vrai que il y a de l'expérience du parrainage partout ailleurs pour les pays qui ont choisi cette forme-là. Mais chez nous ici, c'est le parrainage des élus. C'est un parrainage qui a posé problème. Ce n'est pas parce qu'en 2021, FCBE, même absent du Parlement, a eu des parrains qu'aujourd'hui le problème ne se pose pas. Je prends un autre exemple de ce que vous venez de rappeler. En 2021, un candidat a eu un très grand nombre de parrains. La loi n'a pas, par exemple, dit, puisque à ce moment, il fallait 16 parrains. Il fallait 16 parrains. 16 parrains suffisaient pour que chacun, enfin, ceux qui sont candidats, le soit. Est-ce que c'est nécessaire que seul en ait 16 fois 4 fois 5 fois 6 fois 8 fois 10? Vous voulez que la loi limite? Attends, vous avez fait une remarque. Vous avez dit, FCBE n'était pas présent au Parlement. Et pourtant a eu des parrains. Et je rappelle un autre constat. Un candidat qui a eu beaucoup de parrains. Et beaucoup de parrains. Et on peut dire, parce que la loi n'a pas été très précise, ce candidat qui a eu beaucoup de parrains a peut-être, par déduction, a peut-être empêché d'autres candidats d'avoir des parrains. Puisque lui tout seul, 16 lui suffisait. Pourquoi tout le reste? Vous voyez ce que je suis en train de dire? Et vos projections, c'est pour limiter celui qui a la possibilité d'en avoir plusieurs? On n'est pas en train de faire de la polémique. C'est ce que nous sommes en train de dire, c'est en procédant ainsi, il y a de l'exclusion. Et quand il y a exclusion, la paix est menacée. L'unité nationale est menacée. Alors vous comprenez que tout ce qui concerne la menace de la paix préoccupe un parti politique comme FCBE. Donc il est question que le législateur revoit, avec bien sûr l'invitation, sur la base de l'invitation des partis politiques qui auront fait le choix d'approfondir la réflexion, que tous ensemble, politiques, on revoit comment faire pour que la paix soit sauvegardée, l'équité également, mais que l'affaire de parrainage soit plus ou moins réglée pour que tout le monde aille en compétition. J'ai entendu aussi dire que le quitus fiscal tel qu'il est délivré ne vous arrange pas aussi, parce que celui qu'il délivre justement est un agent au service de l'administration publique, et l'administration étant sous l'autorité de quelqu'un qu'on sait très bien. On ne va pas revenir là-dessus, on verra bien comment est-ce que ça va se dénouer cette affaire. Vous n'êtes pas aussi rassuré quand on parle de liste électorale. J'ai entendu des récriminations contre la nationalité de celui qui est là, parce qu'il ne maîtriserait pas le contexte, notamment politique. Vous pensez que c'est FCBE qui a dit tout ça? La confection,
c'est FCBE que j'ai devant moi ce matin. Ah ok, mais c'est ce que vous rappelez. Alors que FCBE l'a dit que je l'ai devant moi. D'accord, vous avez... okay, alors la confection d'une liste électorale appelle quand même des compétences techniques qui sont universelles, indépendamment de nationalité. Permettez que je vous réponde très rapidement sur l'affaire du quitus électoral. Oui. La question c'est pourquoi, pour le quitus électoral, le quitus fiscal, pour les candidats aux élections, notamment législatives ici, pourquoi enfreindre un peu à la pratique et mettre tout ça sous la responsabilité du directeur général. On délivre des quitus fiscaux tous les jours. La direction générale des impôts délivre des quitus fiscaux tous les jours. Et ce n'est pas le directeur général qui signe les quitus fiscaux tous les jours. Pourquoi le quitus fiscal qu'on a introduit dans le lot des pièces à fournir par les candidats, pourquoi a-t-on fait exception? C'est ça la question. Pourquoi a-t-on fait exception? Pourquoi on n'a pas laissé les receveurs dans leur considération territoriale, etc., faire ça? Les receveurs sont compétents, sont des techniques. Ils sont compétents pour le faire. Donc la question, elle est à ce niveau-là. Et ce qu'on peut en déduire, lorsque c'est, j'allais dire, à la limite, bloqué comme ça, limité comme ça, le risque, c'est ce qu'on appelle les fraudes positives. C'est-à-dire les difficultés pour des candidats de ne pas avoir en temps réel leurs quitus fiscaux signés par le directeur général. C'est arrivé pour des raisons diverses. Donc, la préoccupation des FCBE ici, c'est pourquoi faire deux poids, deux mesures. Revenons à la liste électorale. Oui. Vous savez que c'est un domaine qui ne m'est pas très, très étranger, n'est-ce pas? Tel que c'est fait, tel que c'était fait, avec le regard permanent, le contrôle donc des politiques, c'est ça qui était bon. C'est ça qui est bon. Même si aujourd'hui, techniquement, quelque chose peut être fait par une agence, on ne peut pas exclure complètement le regard du politique. Parce que les élections commencent d'abord par la liste électorale. La liste électorale permet également de faire des fraudes. Lorsque je ne suis pas, je suis un candidat, ou je suis un groupe et je ne suis pas très fort dans telle zone, je peux limiter les électeurs. Je peux procéder à. Donc, tout ce qui concerne des menaces à des élections crédibles, correctes, FCBE, et tout parti politique sérieux doivent pouvoir s'en préoccuper. C'est ça. C'est d'abord ça. Ce n'est pas la nationalité du directeur général, ou je ne sais pas comment on l'appelle aujourd'hui, etc., qui dérange, et qui pose problème au Bénin. Le problème, c'est on ne peut pas avoir une liste électorale sans avoir le fichier électoral. Le fichier électoral peut être relativement technique. Mais passer du fichier électoral à la liste électorale, il faut l'association obligatoire des hommes politiques. L'ANIP est entièrement sous le regard du chef de l'État. Le chef de l'État, même s'il est là pour garantir l'unité nationale, il est quand même politique. Il est quand même le chef d'une majorité. Donc si lui regarde, pourquoi ne pas permettre à ceux qui ne sont pas de la même obédience politique que lui, les empêcher de regarder? Donc vous voyez, tout ce que FCBE est en train de souhaiter, ce n'est que de la logique. Deux mots pour la paix au niveau du pays. Deux mots sur le statut de chef de l'opposition, parce que vous en aviez discuté aussi, hein, et c'est surtout dans l'intervention du premier responsable de votre parti politique. Je l'ai suivi sur une radio de la place qui s'en plaignait. La loi existe, on a même pris, je dois dire, quelques détails pour son application, mais elle n'a pas été effective. On n'a pas eu suffisamment de bruit de votre part pour savoir que vous étiez lésé. Vous devez avoir constaté depuis longtemps que FCBE, et je l'ai dit à l'entame, hein, ne fait pas du populisme. Ah tiens. On ne fait pas du populisme. Réclamer ses droits, c'est du populisme. Je vous en prie. Nous ne faisons pas du populisme. Nous réclamons. Et nous avons réclamé. Celui qui devait signer le décret, c'est le chef de l'État. Il a signé un décret pour nommer Paul Rumpé, secrétaire exécutif national de FCBE, chef de file de l'opposition. Mais le deuxième décret qui accompagne le premier n'a jamais été signé. Jamais. Jamais. Le chef de file de l'opposition à ce moment-là s'est adressé au président de la République, s'est présenté devant des responsables d'institutions, a posé le problème, a envoyé une demande d'audience au chef de l'État, qui n'a pas répondu. Vous voulez qu'on bouscule le chef de l'État, qui est très occupé par ailleurs, qui est le premier garant de l'unité nationale et de la paix, et il sait très bien tout ce que le chef de file de l'opposition peut faire. C'est la démarche de négociation. Ce que la loi a demandé. Aussi par
en griffe, ce que l'autre pourrait appeler une pression douce, vous pourrez aller par le forcing aussi. Les tribunaux sont là pour connaître des différends. Je vous ai dit ce que nous avons fait. Vous pouvez ajouter d'autres stratégies que nous n'avons pas utilisées. Mais ce que nous avons fait, que vous n'avez pas rappelé, et que je suis en train de rappeler à tous ceux qui nous écoutent, c'est que le chef de file de l'opposition, Paul Rumpé, a engagé des démarches qui n'ont pas été fructueuses. Qui n'ont pas prospéré. Qui n'ont pas prospéré. D'accord? Et qu'est-ce que nous avons dit? À Grand Popo, nous n'avons pas fait de cela un sujet particulier. Hein. Le chef de file de l'opposition, Paul Rumpé, en tant que secrétaire exécutif national, a juste abordé la question. Et en disant, mais nous allons voir ce qui va se passer bientôt. C'était ça. On va voir ce qui va se passer. Est-ce qu'il n'est pas temps qu'à l'occasion de la nomination du chef de file de l'opposition, qu'il y ait le décret accompagnant la mission? Jusque-là, est-ce qu'il y a un décret de nomination d'un nouveau chef de file de l'opposition? Vous êtes dans le secret de Dieu, vous êtes journaliste. Peut-être que vous l'avez déjà vu, ce décret-là. Je ne suis pas plus proche des politiques que les politiques. Bon, donc si vous n'avez pas vu, eux-mêmes. Si vous n'avez pas vu, c'est que Paul Quoique la politique s'entende mieux. Paul Rumpé est le seul à avoir un décret. Il faut un autre décret pour que quelqu'un d'autre nommé, Paul Rumpé, puisse se faire le plaisir de passer le témoin. J'ai une dernière question, le temps de vous laisser partir. Qu'est-ce que vous allez faire concrètement maintenant, après cet examen que vous aviez fait à Grand Popo? La prochaine étape, c'est quoi? D'abord, Grand Popo doit avoir révélé, ça a commencé d'ailleurs, révélé au public béninois, aux électeurs, aux citoyens, que FCBE, c'est d'abord un laboratoire. C'est un parti laboratoire de réflexion. Nous le faisons quasiment au quotidien. Maintenant, nous avons porté cela au devant du public pour que les gens comprennent que nous allons réfléchir sur... Grand Popo, ce n'est pas la fin du processus, c'est le début officiel du processus. C'est pourquoi j'ai demandé la prochaine étape. Nous continuons la réflexion sur toutes les lois dont je viens de parler, les articles qui posent problème. Nous sommes en train de monter nos argumentaires techniques pour engager un ou des plaidoyers sur les sujets. Nous avons des ateliers de formation, de rappel, de choses, etc., sur différentes thématiques qui sont programmées dans les jours et semaines qui viennent. Donc, FCBE se repositionne dans l'arène politique comme un parti d'avenir, un parti qui fera parler de lui en 2026, comme parti de la majorité présidentielle de 2026. Alain Adio, merci beaucoup d'être venu sur l'Actu Matin. Je rappelle que vous êtes membre du parti FCBE, Foscoli pour un Bénin émergent, qui était à Grand Popo pour examiner, en attendant donc 2026, les lois électorales afin d'appeler à quelques corrections si nécessaire. Encore une fois, merci d'être passé. Toutes les corrections nécessaires, pas si nécessaires. Toutes les corrections nécessaires. Merci beaucoup, bonne journée. C'est moi. Merci. Mesdames et messieurs, voici la revue de presse. Mesdemoiselles, Mesdames et Messieurs, bonjour. La Nation indique que la Cour suprême reprend officiellement ses activités pour le compte de l'année judiciaire 2023-2024. Elle a effectué sa rentrée après quelques semaines de vacances. L'audience solennelle inaugurale s'est déroulée le vendredi 20 octobre dans les locaux de la haute juridiction à Porto Novo. Elle a été placée sous le thème « Le management des juridictions et l'efficacité du service public de la justice ». Pour le matinal, cette rentrée judiciaire revêt une importance particulière pour le juge car c'est l'occasion pour lui de dire comment il a exécuté ses missions régaliennes au cours de l'année écoulée, comment il pense faire face à celle de l'année qui s'ouvre. Et fraternité, au sujet de la prétendue grâce présidentielle dont les rumeurs font état, rapporte que suite à la récente rumeur relative à la grâce présidentielle, le ministère de la Justice et de la Législation a réagi. Dans un communiqué, le ministère a qualifié a estimé que les publications autour du sujet n'engagent que leurs auteurs. Le Grand Matin ajoute qu'il n'y a jamais eu une annonce relative à une grâce présidentielle pour 3000 détenus. Le journal explique que plus tôt, le samedi 21 octobre 2023, un atelier portant approche de collaboration des acteurs et modalités d'harmonisation et de traitement des actes judiciaires a eu lieu au ministère de la Justice et de la Législation. L'activité a porté entre autres sur la numérisation des décisions de justice pour en améliorer la conservation, la sécurisation des actes judiciaires.
Le challenge écrit qu'un an après la mise en œuvre de l'initiative de la réforme structurelle du secteur de la décentralisation, que peut-on retenir en réponse à cette interrogation? Le porte-parole du gouvernement, Wilfried Léandre Ngoumbedji, lors de sa séance hebdomadaire avec la presse à Porto Novo, le vendredi 20 octobre 2023, a noté quelques points de satisfaction et fait des clarifications. La réforme structurelle du secteur de la décentralisation augure d'une perspective heureuse pour les communes du Bénin. C'est ce qu'il convient de dire au regard des points de satisfaction notés un an après sa mise en œuvre. Si depuis l'avènement de la décentralisation, les communes peinent à se révéler, l'introduction de la réforme structurelle a permis un véritable changement de paradigme. Bénin Intelligent le rapporte qui confie que si dans une commune les instances habilitées jusqu'à la préfecture ont fait les démarches qu'il faut en suivant le processus qu'il faut conformément à la loi pour en arriver à la suspension d'un secrétaire exécutif, c'est très certainement parce que les conditions de cette suspension auraient été remplies. C'est la conclusion que tire le gouvernement des suspensions de certains secrétaires exécutifs des mairies. Selon Wilfried Léandre Ngoumbedji, les tests ont prévu les conditions dans lesquelles un secrétaire exécutif peut être suspendu et les conditions dans lesquelles il pourrait aussi être révoqué par le Conseil des ministres. Dans la suite, le matinal parle de l'actualité relative à la désignation de l'ex-chef de l'État Yahi Boni à la tête du parti d'opposition Les Démocrates, qui était aussi au cœur de la rencontre hebdomadaire du porte-parole du gouvernement avec les professionnels des médias. Pour Wilfried Léandre Ngoumbedji, la désignation est sans surprise. Pour nous, il n'y avait aucune surprise parce que c'était une équation à zéro inconnu. Le président Yahi a fait du Yahi. On prend acte et la vie continue. Que la République vive, que le gouvernement s'emploie à mettre en œuvre son programme d'action au bénéfice de l'amélioration des conditions de vie des populations béninoises. Et il n'y a pas plus important que cela. Le Grand Matin le cite qui conclut que ce qui est actuellement important et le seul agenda du gouvernement, c'est la mise en œuvre de son programme d'action pour l'amélioration des conditions de vie des populations. Et puis le challenge informe que les formations politiques sont désormais décidées à occuper la scène. Elles en ont donné la preuve le week-end sur les différents médias à l'occasion des émissions et débats. Sur les chaînes de radiodiffusion et de télévision, il y avait la pluralité. Toutes les tendances étaient invitées pour opiner sur les grandes nouvelles de l'actualité nationale et comme on pouvait s'y attendre, le choix de Boni Yahi comme président du parti Les Démocrates a été abordé. Les avis étaient donc partagés sur la question. Pendant que les uns y voyaient un renfort de taille pour l'opposition, d'autres pensent plutôt que le retour de l'ancien président de la République va fragiliser davantage ses partisans. Comment le Bénin se prépare-t-il à assurer de meilleurs emplois aux jeunes? C'est l'interrogation de la nation qui pointe que la question a été au cœur d'un panel de discussion organisé au profit des jeunes par la Banque mondiale dans le cadre de sa campagne pour l'éradication de la pauvreté. In the Power Day, le mardi 17 octobre dernier, au siège de l'institution. Des jeunes ont été conviés à cette rencontre et en sont sortis édifiés quant aux efforts faits par le gouvernement et ses partenaires techniques et financiers en vue d'un accès de la couche juvénile à des emplois décents. Et puis, le port de Cotonou, d'hier à aujourd'hui, c'est la thématique au cœur des journées port ouvert tenues du 20 au 22 octobre à Cotonou, rappelle l'économiste du Bénin. Au menu, expo, networking, forum des métiers, balade en mer, visite du port de Cotonou, animation de divers panels, concerts et une soirée de gala. De son côté, Fraternité renseigne qu'à partir du 1er janvier 2024, toutes les entités à but non lucratif, y compris les églises, mosquées, ONG, sont désormais tenues d'avoir une comptabilité. La décision a été adoptée par le Conseil des ministres de l'Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires lors de sa 53e session tenue à Niamey les 21 et 22 décembre 2022 et l'acte uniforme relatif au système comptable des entités à but non lucratif a été publié au journal officiel de l'organisation conformément au traité. Merci d'avoir suivi
la revue de presse. Mesdames et messieurs, c'est la fin d'Actu Matin. Merci d'avoir été là. Vous passez une très bonne journée. On va se voir demain.